Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PJ du lundi 23 mars 2026. Ce sera peut-être d'ailleurs le dernier de mars 2026, on verra, mais pour l'instant on est plutôt parti pour que ce soit le dernier. On a un gros podcast pour compenser, on a deux gros thèmes ce soir. On reviendra tout d'abord sur le match de samedi à Nice, le Nice PSG qui a vu la large victoire des Parisiens sur le score de 4-0. Et deuxième thème, on n'avait pas eu le temps de le faire jeudi dernier dans le podcast, ou mercredi, je ne sais même plus quand c'était, le podcast de débrief de Chelsea PSG, à savoir, et on va donner un petit avis sur ce PSG Liverpool en quart de finale qui nous attend, puisque on n'avait pas eu le temps de le faire la dernière fois. Très belle photo, me dit-on. Bah écoutez, c'est pas très étonnant parce que c'est signé Aurélien Meunier, qui est un ancien photographe de l'AFP ou de Getty, je sais plus. En tout cas, un crack qui aujourd'hui travaille pour le PSG, donc évidemment, il est plutôt bon ce jeune. On est trois ce soir. Mathieu est forfait. Il a pas supporté la non-élection de Jean-Michel Aulas à Lyon, donc il a dit je ne peux pas être là. Je suis désolé. Je crois qu'il est malade, plus sérieusement. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Daryl est là ce soir. Bonsoir Daryl. Il est en forme en plus. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà, c'est bon. Tu as pu te reposer ce week-end après avoir très peu dormi la semaine dernière. On est bien. Oui, c'est bon là. Là, on est bien remis, on est Bon, d'attaque. parfait. Et l'ami Blaise aussi, normalement, est là. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir le live. Merci à Daryl pour le sub aussi à l'instant sur Twitch. C'est très gentil à toi. Bon, on va attaquer tout de suite sur ce Nice PSG. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était samedi soir au stade de l'Alliance Riviera. J'allais vous dire au stade du Ray, mais non, le Ray c'est fini depuis bientôt 15 ans, je crois à peu près. Même si on regrettera toujours le stade du Ray ici, mais c'est autre chose. Ouverture du score de Nuno Mendes sur un penalty qui a beaucoup fait parler à la 42e, provoqué par une main de Morgan Sanson, qui nous a réinventé la règle des mains au passage. La frappe était pas cadrée. Oui, d'accord, Morgan, merci. 2-0, Désiré Doué à la, j'ai pas noté la minute, je crois que c'est 49e ou 50e, je pars là en tout cas. Passe décisive de Nuno Mendes, évidemment. Le 3-0 est signé Dro Fernandez, son premier but avec les couleurs du Paris Saint-Germain à la 81e sur une passe de Ousmane Dembélé. Et enfin, le 4-0 est signé de Zaïre Emery à la 86e sur une passe décisive de Jonathan Klaus qui avait été provoqué par le centre pied droit de Lucas Beraldo. Voilà, donc ça a été assez clair, ça a été assez violent comme score, et on va pas dire les choses à moitié. Ah oui, il faut rappeler aussi l'expulsion de Youssouf Ndaïchimier à la 61e pour un tacle dangereux sur le tendon d'Achille de Likanguine après avoir déjà fracassé l'arrière du crâne de Pacho et la cheville de Désiré Doué. Il a enfin été envoyé au vestiaire avant les autres. Daryl, Blaise, on va lancer Daryl sur le pouls du match, je pense. Ah oui, pour l'ensemble de son œuvre. Non, mais incroyable le dénommé Youssouf. On va en reparler après. Daryl. Oui, on va en parler, oui. Voilà. On me dit un avis, Emmanuel Grégoire. Bah écoutez, vous savez, pour l'instant, il vient juste d'être élu. Les promesses de campagne, on va voir ce que ça devient. Comme me l'a toujours dit mon papa, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Donc, il a fait des promesses, on verra bien. Mais globalement, il est sur la ligne Anne Hidalgo. Il nous a proposé un truc qui est en gros, vous pouvez acheter les murs, mais vous pouvez pas acheter le foncier. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le système britannique du leasehold, qui est un truc, c'est un bourbier pas possible. Donc je pense que ça va pas changer grand chose. Mais ce n'est que mon avis, j'ai pas lu toutes ces déclarations. Peut-être parce que je n'y crois pas beaucoup. Daryl, je te lance sur Nice PSG. On reparlera éventuellement du Parc des Princes une prochaine fois. On t'écoute. Ouais, alors concernant Nice PSG, du coup c'était le retour en Ligue 1 pour nous parce que il y avait eu un long intermède en Champions League avec le report du match contre Nantes. Donc ça faisait depuis la défaite, la sale défaite contre Monaco qu'on n'avait pas joué en Ligue 1. Et le Lens nous avait mis la pression la veille avec cette large et facile victoire contre Angers avec 4 buts d'écart. Donc là, dans cette période où le sprint final est entamé, il y avait la nécessité de répondre et de répondre bien, mais face à un adversaire qui est plutôt compliqué pour nous habituellement. Je crois que c'est l'équipe qui a dû prendre le plus de points face à nous depuis que Luis Enrique est arrivé. Donc c'est toujours des matchs délicats face à eux, malgré leur position de classement. Et là, on a réussi à entamer le match de bonne manière avec une composition un peu particulière.
sur lesquels on s'attardera, je pense, un peu plus tard. Mais il y a eu des choix du coach qui ont pu être un petit peu surprenants. Mais on a bien entamé la partie. Les premières minutes, c'était vraiment un cavalier seul avec une possession de balle vraiment outrageuse. Je crois qu'il y a une phase où on devait être sur du 89-11. Ouais. Ouais, après peut-être un quart d'heure, hein, enfin, ou quelque chose comme ça. Donc le match était quand même déjà bien entamé. Et Nice ne voyait pas le jour. Donc la maîtrise était totalement là. Les occasions ont mis un petit peu plus de temps à venir, mais elles ont quand même été présentes avec des arrêts de Diouf, aussi un sauvetage sur la ligne de bas, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, voilà, donc il y a eu voilà, c'est une vraie menace sur la cage. Bon, Tiens, Nice a fini par rentrer un petit peu dans la partie. Oui, tu voulais dire un pour truc? t'aider à compléter, pour compléter, la première occasion, le premier duel Gvara Diouf, c'est 12e, le deuxième, c'est 20e, et le moment où Bas sort le fameux sauvetage incroyable, c'est 37e déjà en revanche. Voilà. Ouais, voilà. Donc ouais, donc ça arrive plus tard. Donc ça arrive dans une période où Nice s'était un petit peu réveillé, avait commencé à générer un petit peu plus de danger, pas des occasions, mais en tout cas des situations Petit temps fort, ouais. un petit peu dangereuses. Ouais, oui, j'hésite à utiliser le terme de temps fort parce qu'il y a vraiment pas d'occasion, quoi. Il y a des situations dangereuses, mais c'est vrai que ça passe pas loin quand même, avec notamment quelques centres de Jonathan Klaus qu'on a eu un petit peu des soucis à gérer. Bon, on n'a pas encaissé de but sur cette partie-là. Et puis, juste avant la mi-temps, donc à la 42e, par là, il y a ce corner, Alors, ce corner de la polémique. le corner est tiré à à la 38e, pardon, et le pénalty est inscrit à la 42e. Donc le cirque a quand Ah même oui, duré oui, 4 minutes. Hein. oui, c'est vrai que ça a duré un petit peu longtemps. Donc, bon, voilà, main, pas main. Bon, les règles, pour le coup, les règles sont claires. Autant je peux comprendre que ce genre de main, ce soit très frustrant quand on les concède. Mais bon, c'est la règle, hein, donc on peut pleurer Bah, tant qu'on veut, mais là, pour le coup, elle a été appliquée à la lettre, hein. Il n'y a pas d'histoire de ballon cadré, pas cadré. Voilà, c'est position naturelle je vous et on rappelle, peut estimer. dans le PSG, la main qui est sifflée contre Lille à Brest il y a 2 mois, 3 mois, je sais plus quand c'était, Brest-PSG, elle est assez folle aussi, hein, par exemple. Mais c'est comme ça, c'est le Ah règlement. oui, Bah, voilà. C'était Ajor qui avait, non, Del Castillo avait tiré au-dessus, je crois, un truc du genre. Mais bref, ouais. bon, voilà. On me dit, C'était encore pire parce que c'était Del Castillo qui avait sauvé un ballon inespéré et Lee avait contré, mais c'était un corner, quoi. C'était même pas une situation de frappe. Ouais. d'accord. Oui, c'est ça, ça sortait comme ça. Oui, Oui, ça, c'est le ça. ballon sortait, et en fait, en essayant Ouais. de le sauver, voilà, ça avait heurté le bras de Lee. Bon, voilà, mais c'est comme ça, hein, quand le bras est dans une position jugée non naturelle et que ça le touche, on estime que le joueur a pris le risque qui est penalty, enfin que le ballon touche son bras et qui est penalty, et donc là, ça a été le cas. Donc voilà, donc penalty transformé. Donc là, là aussi, il y a eu une petite nouveauté avec cette fois-ci Nuno Mendes qu'on avait envisagé d'être un petit peu, mais sans forcément vraiment y croire comme le tireur potentiel. Et il a parfaitement transformé son penalty en tirant d'ailleurs un peu différemment de Mm. d'habitude. Parce qu'à chaque fois, non, c'est souvent lucarne. Là, c'était fort au sol, fort à ras de terre. Et voilà, transformation impeccable. Et puis, la deuxième mi-temps, dès le début, en fait, il y a le 2-0, et à partir de là, le match est beaucoup plus simple. Et à la 60e, Youssouf, qui pouvait s'estimer heureux d'être encore présent sur le terrain, prend son rouge. Et là, on avait globalement match gagné. Donc la dernière demi-heure, on a pu faire tourner, voilà, gérer un petit peu les temps de jeu des uns et des autres. Et puis en profiter pour mettre 2 buts supplémentaires qui nous ont permis de garder un statu quo parfait avec Lens, donc ce qui est à notre avantage. Donc au final, une, une bien belle journée de Ligue 1 pour nous.
qui vient conclure même une semaine parfaite avec beaucoup de buts marqués et aucun encaissé. 7 marqués, 0 encaissé, 2 victoires en déplacement. Effectivement, une très bonne semaine. Alors, je suis désolé, ceux qui ont le chat en double, en fait, visiblement, il faut quitter Twitch, revenir. De mon côté, et enfin, j'ai essayé 2-3 trucs, ça vient pas de chez moi, c'est visiblement Twitch qui a fait un peu n'importe quoi. Donc, je peux pas vous faire des miracles. Je m'excuse pour le dérangement. Blaise, Daryl donc nous a découpé le match de belle façon, je vais te dire un découpage à la Youssouf, puisque notre ami burkinabé 1 de mémoire, c'est un burkinabé Youssouf, si je me trompe pas. Non, non, non. Youssouf Ndiaye. Il est Non, non. quoi? Il est d'où? Il est toi? Ah, bonne question, mais pas burkinabé. Niger, peut-être. Je crois qu'il est du Niger je crois, hein. Mais ouais, Il est non, il n'est pas Burundi, burkinabé. Burundi, pardon, il est de Burundi. Bujumbura, voilà, c'est ça, il est de Bujum. Excuse-moi Daryl d'avoir provoqué cette réaction, donc pour ceux qui n'ont pas compris, Daryl a un certain lien avec le Burkina Faso. Il est burundais. Étrangement, Philo, c'est Burkina 99 qui a répondu. Ah, effectivement. Donc, on me dit Daz le refuse comme compatriote. Ah, je pense que il acceptera que Jonathan Pitroipas soit toujours le meilleur joueur burkinabé plutôt que d'avoir Youssouf qui débarque en équipe nationale. Blaise, pour continuer un peu sur ce Nice PSG, on a un peu décrit le déroulement de la partie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de façon générale avant qu'on... En fait, je pense qu'on va surtout discuter les choix de Luis Enrique, ce que ça a donné, tout Bah, ça, mais c'était ce que j'allais dire, hein. ouais. Je pense que... Juste un petit truc, moi j'apprécie qu'on gagne 4-0 à l'extérieur après un match Ligue des Champions. Combien de fois cette saison on a gagné avec 4 buts d'écart? Pas beaucoup. Encore plus à l'extérieur, on a souvent été au dernier quart d'heure avec un petit but d'avance, où tu mets le double but, enfin vous voyez le deuxième but d'écart dans les arrêts de jeu. Là, je regrette, hein, à la 59e, on menait 2-0 et le boucher à la maison. T'es tranquille, tu sais que tu peux gérer. Les buts sont plutôt jolis aussi, très 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 bien. Voilà. Au bout d'un moment, tu fais ça bien. Voilà. Il y a pas de, tu te mets pas en danger en fait. Enfin, si tu t'es mis en danger physiquement parce que il y a l'homme des bois adverse qui était énervé, mais à part ça, t'as bien géré ton affaire. Oh là là, notre ami Burkina 99 me cite Aristide Bancé, passé par Mayence, un attaquant tout à fait Ah, particulier. grande légende. Ah oui. Complètement malade le type, mais pas un mauvais joueur. Bref, voilà, juste pour dire que j'ai apprécié qu'on gagne largement, qu'on se mette pas en danger à la fin à voir le dernier corner et se dire oh là là, Dante il a 50 ans, il va mettre une tête décroisée au deuxième poteau, ça va être la catastrophe. Non, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu avoir 2 blessés graves parce qu'entre Doué et comment il s'appelle, Eli, il y a eu quand même des sales tacles de la part de nos adversaires, mais écoutez, c'est comme ça. Shabani Nonda, évidemment. Mais Shabani, c'est le Burundi, c'est pas le Burkina pour le coup. Et Jonathan Pitroipa, petite légende du Ouh là 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 HSV. là, Chabani, c'est RDC, Philo. Il est né à Bujumbura lui aussi, il me semble, non? Oh là Je là. sais pas, mais en tout cas, c'est bien l'international Et oui, congolais. il est de Bujumbura lui aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'il était né au Burundi, mais il a joué pour le Congo RDC. Eh, écoutez, vous savez, pendant toutes les origines de tous les gens du podcast, ils se trahissent les uns après les autres. Vas-y, Blaise, sur les choix un peu Luis Enrique, parce qu'il y a eu pas mal de trucs à dire. Ouais, non, mais clairement, parce que même avec les 11 noms à la composition d'équipe, il y avait beaucoup d'incertitudes de la part, moi personnellement, mais également de ceux qui étaient au stade, parce que jusqu'au coup d'envoi, le diffuseur Ligue 1 Plus avait imaginé un autre dispositif avec une défense à 4 composée donc de Zabarni, Pacho Hernandez et Nuno Mendes, c'est ce qu'ils pensaient. Et au final, on a Avec, vu. Voilà, avec Hernandez à droite, surtout. voilà, exactement, Et attends, exactement. je me permets de les défendre, c'est parce que c'est ce qui avait été mis en place à l'échauffement. Mais, Mm. il y a des feintes avec Luis Enrique, je t'en prie. Non, mais c'est clair et tu fais bien de le dire parce que, en tout cas, moi, j'avais très peur de voir ça et au final, bien content que ça a été changé. Et donc, on a vu Warren imposer, ou en tout cas titularisé à ce poste d'arrière droit, malgré le manque de milieu. Et puis un dispositif, en tout cas pour les joueurs derrière, plus conventionnels avec Zabarni, Pacho et puis Hernandez. Donc, première surprise, premier choix avec des joueurs qui, 2 joueurs qui actuellement sont dans la rotation, qui rentrent. Zabarni un peu moins en Ligue des Champions, mais ça s'explique par son positionnement. Mais en tout cas, Hernandez qui a été rentré et qui avait fait une plutôt bonne rentrée à Chelsea, dans le sillage de l'équipe. Donc derrière,
plutôt logique. Après, au final, à part peut-être au final l'un des plus évidents, c'est-à-dire Warren. Et puis pour remonter sur le terrain, c'est là où ça commence. Et c'est là où c'est peut-être aussi difficile parce que on avait Vitinha évidemment, on avait Mayulu, Elie. Melli, qu'on a trouvé, enfin que j'ai trouvé en tout cas personnellement très peu au milieu de terrain et assez souvent collé à la ligne, Ouais, avec un Désiré Doué très libre, très, très libre et même dans la ligne d'attaque avec, bah, là, la surprise Nuno Mendes côté gauche au coup d'envoi et Kvara dans l'axe, lui aussi très libre. Donc ouais, c'est un dispositif un peu difficile à lire. Je pense que même les joueurs et notamment Kvara en première période, lui, il a eu du mal à se déplacer sans ballon. Mais vous l'avez dit, bah, quand il a été touché et proche de la surface de réparation ou dans la surface de réparation, bah, il a montré qu'il était actuellement très inspiré. Donc, ouais, pour la composition, moi, je dois avouer que plutôt bonne surprise sur à l'arrière. Mais, au début de match, tant qu'il y avait 0-0, je trouve que offensivement, pour les joueurs, pour se trouver, face à cette équipe de Nice, parce qu'il faut le dire aussi, quand on parle des adversaires, avec pratiquement une ligne de 6, quand on avait le ballon dans leur camp, ouais, c'était pas évident pour les joueurs de se mettre à leur avantage. ouais, c'est vrai que le début de match, on voit certains joueurs se chercher un peu. C'est marrant, c'est que Kvara, tu sens qu'il est là, il sait pas trop s'il doit décrocher, pas décrocher, rebouger, aller devant. Et finalement, bah, il se place assez naturellement sur son demi-espace gauche et bah bam, t'as deux occasions d'entrée. Euh, J'avoue que la compo Luis Enrique, je sais pas s'il l'a fait par rapport à l'adversaire, parce que c'est un truc qu'on oublie souvent, mais il y a aussi un adversaire, et puis il craignait un peu ce match, de toute évidence. Il y a eu beaucoup d'ajustements tout au long du match, comme on me le dit très justement sur le live. Est-ce qu'il le fait par rapport aux données physiques du moment, par rapport aux disponibilités des uns et des autres? Beaucoup d'absents, C'est Hakimi, ça. Neves et tout. Ruiz, Dembélé remplaçant aussi au coup d'envoi, c'était Barcola, je l'avais oublié. Bon, tu te retrouves un peu avec une équipe de briquet de broc, hein, si je peux me permettre, mais bah ton collectif est assez rodé pour passer au-dessus de ça, non? Oui, Daryl, excuse-moi, je sais pas ce que tu voulais Ah répondre. oui, 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 ouais, oui, complètement, oui. Non, mais moi, bah, moi personnellement, je pense que c'est plus les absences entre les blessures et les suspensions et la gestion des temps de jeu qui ont guidé la composition que véritablement le profil de Nice, hein. À mon avis, voilà, l'absence de Hakimi déjà a un peu forcé la présence de Zahir Emery au poste de latéral droit. Puis après, de par le jeu de domino, on a eu le reste de la compo qui a été ce qu'il a été, quoi. Le vrai choix un peu particulier, c'est celui d'aligner Nuno Mendes ailier gauche. Et ça, moi je l'interprète plus comme en fait le fait que bah, c'est un peu le joueur dans l'effectif qui est bah, le plus à même bah, d'éventuellement utiliser sa vitesse pour faire mal à la ligne défensive adverse en l'absence de Barcola. Et donc c'est aussi un peu un signe du déclassement bail sur cette deuxième partie de saison Mm. voilà qu'autre chose, quoi. Je pense que c'est pas un dispositif particulier par rapport à la présence de Jonathan Klaus en face comme vis-à-vis. Non. Non, mais c'est vrai que il y a une question d'ailleurs sur laquelle tu te demandais tout à l'heure, est-ce que c'est par rapport à Liverpool, tout ça? Je pense que c'est plus par rapport à notre jeu à nous. Le fait de devoir prendre la profondeur, de percuter, tout ça. Parce que tu joues côté droit, Warren a des qualités, mais c'est pas un joueur percutant. Lee, comme tu l'as dit, Blaise, qui s'est retrouvé ailier droit, c'est pas un joueur percutant. Je sais pas s'il a passé un dribble du match. Gvara, tu le fais jouer dans l'axe, donc il va beaucoup moins percuter. Ousmane est remplaçant. T'as besoin à un moment d'un agitateur, en fait. Et si tu regardes les profils, ce que t'as sur le banc, outre le KMB que t'as cité Daryl à juste titre, parce qu'il a un peu disparu de la circulation, même si, bon, on va en reparler après, mais il fait pas une mauvaise entrée. Bah, ton joueur percutant, celui qui va te prendre la profondeur, qui va t'offrir de la largeur et de la vitesse, bah, c'est lui, quoi, en fait. C'est un peu par élimination. Moi, j'étais persuadé qu'il serait titulaire, mais je pensais pas qu'il le ferait jouer un cran plus haut. Parce que t'as trop. Au bout d'un moment, quand tu joues avec Hernandez à gauche, Warren à droite, pas de Hakimi, pas de Barcola, pas de Dembélé,
ton équipe, elle ronronne et elle a du mal à créer des différences. Et d'ailleurs, on voit que sa vitesse et sa percussion s'expriment parfaitement sur le deuxième but. Alors après, Nuno Ailier, je pense qu'on va en reparler dans un autre cadre. Moi, je suis pas très convaincu sur ce qu'il a pu produire au final. Mais tu as besoin effectivement de vitesse, et vu qu'on a un effectif pardon, qui en manque un peu, bah, tu te retrouves comme ça à bricoler un petit peu. Comme on me dit sur la live, Nuno Ailier, c'est clairement pour avoir un attaquant qui peut prendre la profondeur et éviter ce manque, comme on a pu le voir au Vélodrome. C'est vrai que le OMPG de septembre ressemblait effectivement à ça. Oui, Blaise, excuse-moi. Ouais, sur ce point, non, le ton de commentaire que tu as lu, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est peut-être, ouais, c'est pour ça qu'on fait bien de s'attarder sur ce choix, parce que beaucoup d'envois peut-être la réelle nouveauté et une évolution face à ce qu'on a constaté, que ce soit cette saison ou la saison dernière, c'est que cette équipe, par les profils des joueurs qui sont amenés à remplacer les titulaires notamment, peut parfois manquer de jeu sans ballon, ou en tout cas de profondeur Mm. dans ses attaques. Donc, Nuno Mendes, il a ses qualités naturelles. Il peut déjà faire la différence, lui, seul, en poussant le ballon et en arrivant à faire la différence, mais il est capable bah, de représenter une menace. Et dans le jeu d'attaque, dans les premières minutes notamment, bah, il a souvent permis par des appels à vide, de permettre de donner un peu plus de temps au porteur quand il était dans notre camp. Donc, non, ça se justifiait. Et au final, je pense qu'on partagera le même avis sur sa performance individuelle, mais ça, les adversaires ne le savaient pas au coup d'envoi. Ouais, ouais. Non, c'est sûr, c'est impossible à prévoir. Enfin, c'est à la fois impossible et possible parce que il en a. Luis Enrique en a parlé plusieurs fois du fait que Nuno peut jouer tous les postes, il peut jouer neuf, il peut jouer intérieur, tout ça. Mais bon. D'ailleurs, à un moment, il y a une tentative d'inversion entre Nuno et Mayulu qui va pas durer. Mais on voit que Luis Enrique dit bon, est-ce qu'on n'essayerait pas de mettre Nuno plus au cœur du jeu parce qu'on voit qu'il a un peu de mal à être trouvé côté gauche. C'était intéressant. Mais c'est vrai que quand j'ai vu tout un tas d'articles, oui, c'est en vue de Liverpool, machin chose, je suis là, oh là là, calmez-vous. Liverpool va pas jouer le même football que l'OGC Nice. L'OGC Nice, on savait qu'ils allaient nous attendre en 5-3-2. T'as besoin de secouer comme ça. Liverpool, ils vont pas t'attendre. Enfin, je pense pas. En bloc bas, 5-3-2, tout ça. Alors, possible qu'ils t'attendent et qu'ils jouent un peu en bloc bas. Mais c'est quand même pas la même histoire, quoi. Et puis la Ligue 1, la Ligue des Champions, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes adversaires, ça sera pas du tout la même compo côté PSG. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup de mal à me projeter sur un PSG Liverpool par rapport au positionnement de Nuno Mendes sur un match à Nice. Oui, Daryl? Ah oui, ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pour moi, ça n'a rien à voir. Là, c'était un match, justement, c'était le retour à la Ligue 1. Enfin, bon, je pense que c'est le match le plus éloigné vraiment de tout ce qu'on peut envisager contre Liverpool qu'on aura disputé ces dernières semaines. Ça c'est marrant sur live, une remarque, Même, Vas-y, excuse-moi Daryl, fini. d'ailleurs, même contre Toulouse, d'ailleurs, je ne pense pas qu'on sera dans la préparation de la rencontre contre Liverpool. Ouais. On me dit Liverpool nous a attendu au parc il y a un an. Ah non, ils nous ont pas attendus, hein. C'est nous qui les avons fait rentrer dans leur surface. On les a pris à la gorge. Ils se sont fait secouer pendant 90 minutes. Ils se sont fait mettre dans leur camp, dans leurs 20 mètres, mais ils nous ont pas attendus spécialement. Eux, ils auraient préféré jouer dans notre camp et tout ça, hein. Mais on leur a pas laissé le choix, c'est pas pareil. Là, Nice, on se doutait bien. D'ailleurs, on le voit au début du match, le bloc Mio, pas trop de risques, le cœur du jeu bien chargé pour éviter que Vitinha trouve des passes. Mais c'est pas forcément le jeu de Liverpool, quoi. Liverpool joue pas avec un seul joueur sur les côtés comme l'a fait Nice ce week-end avec Barr et Klose, donc c'est pas trop comparable en termes d'animation des côtés. Oui, Blaise, excuse-moi. Ouais, et surtout déjà pour Liverpool, faut se rappeler de Salah quand il sort et qu'il y avait eu beaucoup d'insight du match où on le voyait, c'était pas du tout ce qui était attendu côté Liverpool. Mm. Et oui, pour Nice, et même David l'a dit pour Toulouse, bah, il y a très peu de lien avec ce qu'on rencontrera, et surtout au niveau quand même des joueurs alignés. Il faut quand même prendre en compte que ce match-là était particulier puisque c'était après Ligue des Champions, et l'autre sera encore plus particulier avec bon nombre d'internationaux qui rentreront juste à peine pour être sur la feuille de match. Donc, on a vu des choix qui ont été faits, notamment Nuno Mendes. Je pense que tactiquement, on peut l'expliquer. En plus, c'est un joueur qui a l'air assez bien physiquement actuellement pour enchaîner. Et puis après, on regarde le banc de touche. Oui, ça peut être des joueurs interchangeables, mais Mbaye, plutôt que Lee ou Doué, je pense que ça se justifie pas. Mayulu restait sur
une entrée très positive et un but contre Chelsea. Et derrière, bah, il a mis avec des joueurs qui avaient l'habitude de jouer à ces postes-là. Bon. Non, mais oui, oui, globalement, voilà. Là, on est assez réservé sur le fait qu'il faille s'emballer sur ce choix de mettre Nuno Mendes ailier gauche. Est-ce qu'il y a un autre choix ou autre chose qui vous a perturbé, qui vous a plu? On évoque peut-être Gvara fausse pointe, Blaise, ou pas? Ouais, bah oui, on peut aller effectivement sur ce choix-là. Qu'est-ce qu'on en a pensé de notre petit Géorgien? Enfin, il est pas si petit que ça. Bah, c'est un des joueurs de l'attaque pour lequel ça semble le moins naturel pour le moment, en tout cas, et de ce que j'avais pu penser de ces moments passés à ce poste-là. Parce que Vara, on connaît son jeu. Un joueur qui est très en percussion, c'est un joueur qui, même s'il est costaud, il est capable de garder les ballons, mais il va pas servir de planche pour les autres. Et dans le rôle un peu de meneur de jeu, il a une très bonne vision de jeu, il a une qualité des deux pieds fantastique. Mais malgré tout, il n'a pas une vision du jeu particulière pour peut-être remplir les différents rôles de ce poste-là. Donc, je pense qu'il a interprété son poste comme il aime jouer, c'est-à-dire, tu l'as dit, un peu sur le côté gauche, mais plus entre les lignes pour avoir le temps de se retourner et provoquer. Et s'il n'a pas trop fait de différence dans le jeu, moi je trouve, il y a quand même en fait Angvara, quand il est bien inspiré près des buts, c'est un joueur qui a envie de faire mal. Ces deux occasions, elles ont été très importantes pour faire peur à Nice. Et je trouve que, et là pour relier un peu à la performance de l'équipe, malgré les choix, malgré les absents, je trouve que dans ce match-là, elle a été très collective. Hmm. Il y avait dans l'état d'esprit, dans la volonté de donner à son coéquipier, je trouve qu'on a été très collectif et que Vara, il a illustré ça. Il a pas de passe décisive ou autre, mais même s'il a, enfin, ce poste central peut-être peut l'amener à avoir plus de solutions et à être un peu moins peut-être égoïste que quand il fait des actions sur le côté. Donc, moi, j'ai trouvé que son poste, lui, il n'a pas forcément été très, très, très bon. Mais par rapport à ce qu'il peut apporter pour ses coéquipiers, son altruisme, en tout cas sur ce match-là, j'ai trouvé que bah, il a plutôt bien fait et ça a été un peu contagieux. Et ouais, non, je demande à revoir parce que peut-être que mieux entouré, il peut être encore plus important. Très bien. Sur ce choix de McVara, Daryl, ton avis, comment se dirais-je, Blaise, on fait une décision technique, toi aussi, ou plus une façon Oui. d'économiser les troupes et de pas faire jouer Gonzalo Ramos malgré tout? Oui, je pense que il y a un peu de ça. Oui. À mon avis, Gonzalo Ramos, on le verra quand même beaucoup moins là sur ce finish de la saison. Comme l'an dernier d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, exactement. Là, maintenant que, d'ailleurs, Lucien Riquet l'a dit, hein, globalement, on est dans la phase où maintenant, bah, il faut des certitudes. Il y a plus vraiment de temps à perdre et on peut plus se permettre de lâcher des points. Donc, il faut mettre les meilleurs joueurs, en tout cas ceux qu'il estime être les meilleurs joueurs sur le terrain. Et Kvara, bah, c'est sûr que c'est pas le rôle dans lequel on l'a senti le plus à l'aise. Mais je trouve que sa prestation reste quand même globalement positive. Alors pas vraiment en fait dans ce qu'on attend d'un neuf ou d'un faux neuf. Mais il a quand même su trouver une utilité. Et puis Blaise en a parlé. Effectivement, je l'ai trouvé bien plus connecté avec ses partenaires qu'à l'accoutumée, là où d'habitude il est peut-être un peu plus dans un rôle de soliste. Là, notamment en deuxième mi-temps d'ailleurs, avec les bons ballons qu'il a pu donner à Doué par exemple. Je l'ai trouvé bien plus connecté que d'habitude, donc c'est peut-être que ce rôle central qui a permis ça. Après, voilà, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on reverra forcément très souvent, et à mon avis, là on était dans un peu une adaptation de circonstances, Hmm. mais voilà, Mais c'est je vois intéressant pas quand même. vraiment un avenir avec Gavard. En fait, Ouais, ouais, c'est ce que Oui,
je trouve que c'est intéressant dans le sens où Gvara, depuis le début de la saison, quand il est arrivé, il a joué pratiquement à gauche, à droite, mais il avait jamais joué dans l'axe. Et en fait, on a l'impression que entre Barcola, avant qu'il se blesse, Dembélé évidemment depuis un an, Gvara maintenant, Doué à Monaco, on a vraiment l'impression que Luis Enrique, il est un peu dans une idée de tous les attaquants, ils vont passer dans l'axe à un moment. Alors Ouais, que c'est ça. euh, il faut qu'ils se préparent parce que ils vont forcément jouer dans l'axe. Alors ils vont être plus ou moins bons selon les cas. Je pense que Barcola, par exemple, a plus d'avenir axial que Gvara. Mais il y a un côté, votre polyvalence, elle va être encore un peu plus poussée. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, cette année, en pointe, on a fait jouer Mayulu, Dembélé, Ramos, Barcola, Gvara, Doué. On en est déjà à 6 avant-centres différents. Lee aussi, je me demande si Lee, il a pas fait un match ou deux en fausse pointe Cette encore. saison, je sais pas. Cette saison, j'ai un doute, ouais, effectivement. Mais en tout cas, voilà quoi. On a vraiment essayé beaucoup de solutions. Et je trouve que c'est positif et ça continue d'aller dans le sens de ce PSG qui est imprévisible pour l'adversaire et qui reste prévisible pour Oui, lui parce que exactement. Gvara, au final, il a quand même pas mal fait du Gvara sur pas mal d'actions. Alors, il n'y a pas tout le rôle percussion côté gauche qu'il aime avoir d'habitude, mais dans sa façon de jouer, dans sa façon un peu d'attaquer la profondeur, les défenses adverses ont du mal à le considérer dans la profondeur, alors que c'est quand même un joueur qui, une fois lancé, est pas lent, et une fois face au but, est pas maladroit. Et on le voit d'ailleurs sur les deux occasions qu'il a en première mi-temps. Il est un peu oublié, ils font pas gaffe, et donc il est quelque part en fait, il le laisse partir quoi. Donc c'est pas inintéressant de le voir dans ce rôle-là. Après, c'est sûr, si demain il y a Magic des Champions, jamais j'ai envie de le voir dans l'axe, j'ai envie de le voir à gauche et qu'il nous fasse une prestation Stamford Bridge quoi. J'ai pas envie de le voir faire une ISPG. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal. Pourquoi on me dit que je fais une fixette sur Désiré? Non, enfin je vois pas pourquoi. Je l'ai dit deux fois peut-être dans le listing, c'est ça? Bon, enfin C'est bref. vraiment le chouchou. Non, non, mais bon, bref, peu importe. Mais ouais, non, mais je voulais revenir. En plus, t'as employé le mot. Bah, Gvara, au même titre que les autres, il est aussi soumis à cette polyvalence qui a l'air d'être imposée en tous les cas dans l'effectif parisien. Et pour relier aux autres joueurs, je trouve que en 2026 notamment, et le premier match, il avait beaucoup illustré ça avec les difficultés qu'on avait connues. Le positionnement sans ballon des joueurs, il est beaucoup plus important que la saison dernière. Je trouve que dans cette équipe-là, aujourd'hui, les seuls qui ont des positions fixes, c'est le gardien et les centraux. Et même eux, on les voit souvent avoir des positions qui sont différentes de celles de la saison dernière. Donc, ouais, Kvara, on s'était interrogé en plus il y a un certain temps sur peut-être l'un des joueurs les moins polyvalents et au final, on l'a beaucoup vu à droite, alors que la première saison, il avait été souvent à gauche. Là, on l'a vu avec Barcola dans l'axe, lui actuellement, Doué, tu l'as cité. Moi, il y a comme, je sais pas si c'est une progression, mais une volonté d'introduire ce qui est sur les autres lignes, aussi dans la ligne d'attaque, pas que dans les inversions de positionnement, mais aussi peut-être dans les zones occupées, quand ils sont sur le terrain alignés à d'autres positions que celles qui sont naturelles pour eux. Donc, moi, je pense que la polyvalence, t'as bien fait de pointer ce truc-là parce que pour moi, ouais, ça rejoint un peu ce qu'on voit des autres postes et surtout, là, j'insiste sur le début 2026 où je trouve que il y a beaucoup de joueurs qui ont des positions beaucoup plus libres que la saison dernière pour comparer les deux équipes. Ouais. C'est aussi, je pense que ça dépend aussi de l'état physique des joueurs. Il y a des moments où ils n'ont pas les capacités à Oui. faire des courses et tout ça. Là, je suis d'accord avec Lucien Riquet quand avant Monaco, il disait mais non, on n'a pas de problème physique. Et je l'écris je sais pas combien de fois. Arrêtez, c'est pas un problème physique en ce moment. On avait des problèmes d'équipe de foot où les équipes nous lisaient bien. On avait des problèmes techniques, mais on n'avait pas des problèmes de physique forcément quoi. Le physique, c'est bon. J'ai l'impression on a une salle de muscu. On a parlé de ça toute la saison quoi. On a un basic fit du football. Ouais, c'est bon. Revenons au terrain et au ballon. Euh, on va peut-être évoquer d'abord le penalty attribué à Nuno Mendes ou vous voulez qu'on parle d'abord de Beraldo en 6? Vous choisissez le live, tiens, le live dit Beraldo et puis plein de gens. Beraldo numéro 6, donc il est rentré à la 43e déjà. Première question, est-ce que ça vous a surpris de voir Beraldo sortir du banc de touche à ce moment-là en mode pump it up, bah moi aussi je vais jouer les gars. Je- Ah bah oui. Ouais. Oui, oui, c'était une vraie surprise. Alors, les choix étaient pas forcément nombreux, je veux dire, mis à part
éventuellement Draw qui aurait pu rentrer poste pour remplacer Mayoulou. Mais après la rencontre compliquée contre Monaco, je me disais que c'était quand même pas forcément rendre service aux joueurs que de le faire rentrer là Ah bah là, face à une équipe qui était il le voilà, désossait. Hein. qui avait le couteau entre les dents et qui était là pour découper, clairement. Donc, voilà, je comprends tout à fait le choix de ne pas mettre Draw, mais alors après, il y avait la question qui. Et évidemment, Beraldo était un choix un petit peu surprenant, mais et pour le coup, quand il est rentré, moi, je m'attendais clairement à une réorganisation. Je ne sais pas exactement laquelle, hein, il y avait plusieurs possibilités avec Lucien Riquet, mais clairement, Beraldo au milieu, ça, je ne l'avais pas vu venir. Ouais, très surpris aussi. En fait, surtout, je me demandais s'il allait enfin le faire, parce que c'est quand même un repositionnement qu'on évoque. J'ai pas envie de dire dès le premier match de Beraldo, mais au bout de 2 mois, ça a été fait. Ou presque. Un mois, il y a déjà qui voulaient voir Beraldo en 6. On dit ça fait longtemps sur le. Oui, je confirme. C'est, je crois que le repositionnement qui a été le plus proposé par les supporters parisiens depuis des années. Quoi. Et c'est arrivé à ce moment-là. Je me suis demandé au début s'il allait pas mettre, comment dirais-je, Beraldo ou Hernandez à droite et Beraldo à gauche. Enfin, un truc pour le faire jouer en défense et bricoler, quoi. Bon, il est rentré milieu défensif. Au final, est-ce que vous avez l'impression qu'il a joué sentinelle ou est-ce que vous avez l'impression qu'il a joué sur la même ligne que Vitinha déjà? Parce que à la Alors, fin il a du joué plutôt match, sentinelle pour moi. Sauf sur la fin, en fait. Sur la fin, franchement, là, l'action du dernier but. oui, Oui, non mais oui, ça, non, mais bon, alors, à à la 4-0, fin, ça il s'est compte un peu pas. lâché. Voilà quoi. Voilà, ouais. Mais même avant, hein, moi je trouve que, Oui, et c'est ça qui est étonnant dans son entrée, parce que je suis d'accord avec Philo. Moi, je pensais qu'il était rentré, il était resté dans le milieu de terrain parce qu'il restait peu de temps avant la mi-temps, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une des options que tu as dit, et notamment Beraldo, parce que il me semble, il a déjà joué axe droit. Il me semble que dans une défense à 3, il a déjà été positionné tout à droite. Il faudrait que je regarde, mais il me semble. Oui, oui, oui. Et donc, Il l'a fait l'année dernière en ouais, Coupe c'est de ça. France, je crois, ou ce genre de choses. ouais, c'était plus l'année dernière. Ouais. Cette année, il a jamais été aligné à droite. Ouais, exact. Et donc, moi, ce que je voulais dire, donc moi, je l'ai pas trouvé en sentinelle. Je l'ai pas vu, en tout cas, dans le rôle de sentinelle. Je l'ai vraiment vu dans un rôle un peu plus haut. Je vais pas dire de relayeur parce qu'il restait quand même assez proche du rond central et de notre camp, mais je l'ai pas vu prendre la position de Vitinha et embrasser le rôle du joueur qui va être à la base de toutes les constructions, même si Vitinha, ça lui a offert une certaine liberté parce qu'on l'a vu plus haut, et plus haut, ça a donné une belle relation technique entre les deux leaders offensifs, enfin, les deux leaders avec ballon de cette équipe-là quand Ousmane Dembélé est rentré. Mais ouais, surpris de le voir rentrer à ce positionnement, et encore plus surpris de le voir pas être réellement sentinelle dans son interprétation du rôle de milieu de terrain. Oh ouais, je suis. On me dit la vraie question, est-ce que Beraldo est supérieur à Busquets? Attendez. J'avoue que d'un côté, je trouve qu'il a été bon, voire très bon. Mais moi, ce que je craignais, c'était comment il allait défendre la largeur. Il s'en est très bien sorti. Le jeu de passe, bah ça, j'avais aucun doute. Hein. Beraldo, il a une qualité de passe qui est incroyable pour un défenseur central, d'ailleurs, qui a rien d'une qualité de passe de défenseur dans l'ensemble. J'ai envie de revoir à ce poste, et on me dit ouais, mais il y avait pas de pression de Nice, tout ça. Je trouve que, enfin, je comprends l'idée, mais en fait, Beraldo, le pressing, ça lui fait pas peur, quoi. Enfin, vu ce qu'il sait faire avec ses pieds, surtout son pied gauche, c'est pas un joueur qui va paniquer sous pression, en fait, pas du tout. Ce que j'attends de le voir faire, en tout cas, et c'est là où je pense qu'il pourrait être en difficulté, c'est si le match était plus dynamique, en fait. Parce que globalement, la seconde mi-temps de Nice PSG, celle où il joue, elle se joue sur un demi-terrain, allez, sur 60 mètres de long, c'est la moitié de terrain niçoise. Beraldo, c'est pas un joueur de grands espaces. Donc c'est là où ça risque d'être un peu compliqué si on se projette sur la suite. Et surtout, il y a des moments où il va devoir courir vers son but. Et c'est souvent là où il est en difficulté. Là, il lit très bien le jeu, donc il a su anticiper, il a bien gêné et tout. Donc je trouve que c'était vraiment positif. Mais j'attends de le voir avec un match plus dynamique, un adversaire évidemment meilleur. Le pressing, ça me fait pas peur du tout pour lui. Il sait faire des choses. Alors évidemment, il va perdre des ballons parce qu'il tente des passes un peu de l'espace, quoi. C'est une sorte de Pastore de la défense à ce niveau-là.
Mais en tout cas, j'avoue que c'était bien quoi en fait. Dans l'ensemble, c'était juste bien. Il y avait de bonnes choses. Il sent bien les coups. Il sait se placer. On voit qu'il est à l'aise dans le jeu de possession du PSG. Franchement, il est trop facile techniquement. Au Brésil, il avait joué au milieu un peu. Il avait surtout joué central gauche. En fait, il jouait dans une équipe qui jouait à 3 derrière. Il a joué central gauche, central et central droit. Il a joué un tout petit peu au milieu, mais je crois que c'était en U17. Dans ce football européen où il n'arrive pas à passer le cut de la défense centrale, il n'arrive pas à cranter pour devenir vraiment un titulaire d'une équipe du top 16, top 24 européen. Est-ce qu'il peut être un bon milieu de terrain? En tout cas, s'il peut dépanner à 2 postes, ça peut peut-être lui assurer sa place dans l'effectif à moyen terme. Voilà. Après, quand j'entends Luis Enrique dire ah bah c'est une très bonne surprise, je suis là genre ah ouais. Donc ça veut dire que tu l'as testé ou une très bonne nouvelle, je sais plus ce qu'il a dit, une très bonne nouvelle, je crois. Ça veut dire que tu t'attendais pas spécialement à Il qu'il. a parlé de surprise, je te Ouais, confirme. voilà. Donc ça veut dire que toi-même tu n'y croyais pas en fait si tu parles de très bonne surprise. Mais est-ce Bon, qu'il dit la vérité, Philo? J'ai pas je, vu les images, j'ai juste lu sur En le fait, site. ouais, non, 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 mais il le dit 2 fois. Et en fait, la façon dont il le dit, c'est genre, il m'a surpris en bien, quoi. Mais ça veut dire que s'il te surprend, c'est que tu le pensais pas vraiment capable de faire ça, en fait. Tu voyez ce que je veux dire? Donc, j'attends de voir s'il va le retenter. Après, on me parle directement physiquement, passe à des équipes de Première Ligue. Mais attendez, on n'en est pas là. Déjà, on va voir sur une équipe de Ligue 1 qui joue à 11 dès le coup d'envoi et pas au bout de 45 minutes. Pardon, excusez-moi. Désolé pour vos oreilles, ceux qui écoutent avec des écouteurs aussi. Globalement, vous regardez la première mi-temps, Nice, ils ont passé leur temps à courir dans le vide, donc c'était sûr qu'ils allaient être absolument rincés en seconde période. Mais ce que je veux dire, j'attends de voir ce Beraldo dans ce poste avec une équipe qui est à 100% au coup d'envoi, une équipe qui est en mesure de lui imposer des courses défensives, ce genre de choses. Là, il a joué un peu dans un fauteuil. Pourquoi pas contre Toulouse? Pourquoi pas? Mais est-ce que contre Toulouse, on n'aura pas plus besoin de Beraldo en défense centrale, vu toute la trêve internationale, tout ça? Faudra voir, quoique pas de choses, c'est un monstre en termes de coffre et d'enchaînement des matchs, donc je pense qu'il jouera. Mais à voir. En tout cas, on est sûr que techniquement il a le niveau. Il a quelques qualités qui ont pu s'exprimer. Moi, je vous avoue que les couvertures côté droit, j'étais là genre ah ouais, ah Biraldo il sait faire ça, d'accord, ok. Euh, Vraiment pas mal. Je n'ai jamais Non, mais quitté le même, train du biraldisme, donc je suis content pour lui. Mais j'attends de le voir. Mais c'était bien sympa à voir en tout cas. Oui, Blaise, excuse-moi, j'ai parlé ouais, non, pendant mais 10 sur minutes. son. Non, non, pas de souci, parce que que ce soit une couverture à droite, il y a aussi le jeu associatif sur un couloir qui fonctionne plutôt bien, je trouve, à la relance, où on l'a vu, excusez-moi, on l'a vu se déplacer, pouvoir jouer aussi bien de son pied droit que de son pied gauche. Donc, ouais, c'est à revoir, en tout cas dans un contexte avec le ballon. Je pense que là, il y a personne qui peut être surpris de voir Beraldo à l'aise pour faire des passes. Après, dans un autre registre, puisque je le dis là, pour moi, ils ont plus, pour moi, plus été dans un double pivot avec Vitinha, et ça l'a peut-être aidé, ça lui a facilité les choses. Mais oui, potentiellement à revoir, et peut-être une option pour des matchs à sa portée avec, je le disais, donc ce changement peut-être de dispositif avec un joueur axial un peu plus haut. Ouais, ouais, ouais. Et puis on me dit sur là, effectivement, la belle course sur le quatrième but vers l'avant, la projection, tout ça. Ouais. Bon. Daryl, un avis sur toi aussi, j'imagine que Blaise a été plutôt appréciatif, mais pas forcément convaincu à moyen terme, ou Daryl, sur cette belle mi-temps de Beraldo, le numéro 6. Non, je pense pas que ça donnera un joueur, enfin en tout cas un joueur qui est capable de concurrencer les autres milieux de terrain, mais oui, non, ça à voir, ça à tenter, et puis bah, ça lui donne lui du temps de jeu, comme tu le disais, sur peut-être à un poste où on l'attendait pas, mais où il pourra peut-être un peu plus jouer qu'il l'a fait jusqu'à présent. Ouais, moi, je Daryl? suis exactement sur la même ligne. C'était plutôt intéressant. Je pense pas que ce soit une option pour les matchs les plus compétitifs, mais bon, lui qui avait quand même un petit peu disparu de la circulation, bah, ça lui donne une option de jeu supplémentaire, donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Non, mais il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que il sera jamais Vitinha, évidemment. Vitinha est un joueur d'exception, enfin, ou pas loin.
Non, franchement, aujourd'hui, Vitinha, c'est un milieu exceptionnel. Faut en Oui, avoir bah, c'est un conscience. joueur d'exception, oui, Ouais, non, ça voilà, c'est mais très bon, clair. certains se rendent pas forcément compte et moi-même, j'ai du mal à me rendre compte à placer Vitinha aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est, Vitinha, dans la hiérarchie de l'histoire du PSG, des milieux, tout ça. Mais bref, c'est un autre débat. Mais par exemple, Vitinha est un joueur qui défend pas très très bien sa surface pour un milieu défensif, un milieu axial, sentinelle, on va dire. Beraldo, je suis sûr que par exemple, il défendrait beaucoup mieux proche de son but que ne le fait Vitinha. Et en ce sens, ça peut être un profil intéressant, quitte à faire remonter d'un cran Vitinha des fois sur les fins de match ou ce genre de choses. Ça peut être un Ouais, c'est joueur ça. intéressant. Euh, Ouais, une fin de match un peu tendue, tu peux faire voilà, voilà. libérer un petit peu Vitinha et le mettre dans un rôle moins critique devant la défense, quoi. Après, je te dis honnêtement, hein, s'il y a un entraîneur qui est capable de métamorphoser ce joueur, d'en faire un monstre, c'est peut-être l'actuel. J'ai vu Thomas Tuchel prendre Marquinhos, lui dire écoute, t'as des petites bouclettes, n'importe quel avant-centre te massacre au duel, on va faire de toi un milieu de terrain de classe mondiale. Il a réussi en 3 mois. Donc pourquoi pas Beraldo devenir un grand numéro 6 avec de la prestance, la qualité technique toujours, et peut-être même de la disponibilité, du volume, tout ça quoi. Non, faut pas s'emballer évidemment. On a été très très prudent quoi. Mais écoutez, pourquoi pas? On est dans une aventure à la Beraldo milieu de terrain, c'est une aventure au sein de la saison. C'est un arc, comme on dit dans le langage des séries télé. Mais en tout cas, bon, c'est pas. Oui, c'est vrai que ça a fini par saouler Marquinhos. C'est dommage parce que je pense que le niveau qu'il a atteint en milieu défensif, il l'a jamais atteint en défense centrale. Donc c'est un peu con pour lui, mais bon, ça c'est autre chose. Oui, Blaise. Non, non, et puis pour Beraldo, s'il réussit à ce poste-là, ça pourra justifier, de l'absence de recrutement l'été prochain. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Euh, enfin, tu vois, il y a des joueurs où tu sais que tu les sors de leur position, ça va être compliqué sur certains points. Notamment au niveau technique, bah, plus tu avances sur le terrain, en théorie, plus tu as besoin des bases techniques fortes, même si le football de 2026 demande aux défenseurs d'être toujours plus complets. Les milieux, j'en parle pas, et les attaquants, bon, ça dépend des cas. Mais Beraldo, tu sais que même s'il monte d'un cran, techniquement, il aura le niveau, quoi. Le problème de Beraldo, c'est plus athlétique, c'est plus la vitesse, tout ça, et on va voir comment il va répondre quand le jeu va être plus dynamique. Parce qu'on voit qu'il vient d'un football brésilien très lent et qu'il a du mal à se mettre au niveau en termes de vitesse. Alors il y a la question du duel, mais ça je pense que le duel c'est un truc un peu particulier. Là, la question du déplacement, de la vitesse, de l'explosivité, des courses à faire et tout ça, faudra voir. On dit sur live, j'espère que ça va peut-être faire bouger les fesses du dénommé Fabian. Ah, je pense que Fabian, il est pas trop menacé par Beraldo, il joue un cran plus haut. Ce que Fabian fait, aller dans la surface, tout ça, se décaler côté gauche pour centrer, Beraldo, il fera pas ça. Alors, on l'a vu se projeter dans la défense sur le 4e but, mais voilà. On me dit, je trouve que le Mmh. problème de Beraldo, excuse-moi, attends, je suis finis, Blaise. Ouais. Je trouve que le problème de Beraldo, c'est plutôt les boulettes et c'est moins grave au milieu. Oh, je pense plus que les boulettes, c'est le moment où il fait une erreur parce qu'il est en difficulté sur sa position préférentielle, non? Moi, j'appelle pas, Beraldo quand il se fait passer en défense, j'appelle pas ça des boulettes. Je pense que c'est un joueur qui a, il faut le dire, des lacunes Ouais. pour défendre son but, comme un défenseur. On est en droit d'attendre, dans tous les cas, un défenseur de cet effectif. Et la comparaison avec Marquinhos, ou en tout cas peut-être la trajectoire qu'il pourrait prendre que Marquinhos n'a pas voulu prendre, bah, pour moi, elle réside dans une capacité importante dans cette équipe. C'est est-ce qu'il peut nous aider à défendre les grands espaces? Et Mm. pour moi, bah, malheureusement, c'est sa limite, parce que même au poste de défenseur, il y a quand même des longues courses et des grands espaces à défendre, et c'est pas là où il est le meilleur. Mais au Par poste de contre, sur milieu, les tu veux duels, dire? non, mais même quand il joue derrière, Ah oui, c'est oui, ça que je d'accord, voulais ok, dire. pardon, Ouais, oui, oui. même quand il joue derrière, excuse-moi. Et aussi, ce que tout à l'heure, tu en as parlé par rapport au duel. Je pense que Beraldo, pardon, c'est un joueur sur lequel on se trompe, parce que moi je trouve qu'au duel, il est pas le moins bon de cet effectif. Donc, au milieu de terrain, je pense que lui mettre des duels, il est capable de les gagner. Il gagne très très souvent les duels aériens, et ça c'est très sous-estimé quand il joue. Mais par contre, bah, au sol, quand les équipes vont se projeter, Aïe, aïe, aïe. j'ai pas exactement. Mm. Je sens pas la chose très positivement en tous les cas. Ouais, non, mais c'est sûr, parce que s'il se fait manger par, je sais pas, Rice, Philo. non, mais peu importe, tu vois, il va se faire manger en défense au 1 contre 1 par Gbo.
Bon, il n'y a pas de honte à se faire grailler par Gbo dans le 1 contre 1. C'est le meilleur joueur de 1 contre 1 du championnat ou pas loin. Mais t'as aussi des milieux de terrain qui vont vite balle au pied. Hein. Qui vont le provoquer balle au pied. Il passe et il les revoit pas. Après, Vitinha se fait aussi déposer par ce genre de joueur. Mais Vitinha est tellement exceptionnel dans l'utilisation du ballon que tu peux lui pardonner des faiblesses. T'attends pas de Beraldo qui soit au niveau de Vitinha dans l'utilisation du ballon. Donc, il faut qu'il soit meilleur ailleurs. En tout cas, à voir, mais bon, comme je vous l'ai écrit hier, on a vu Lee au milieu de terrain 2 matchs l'an dernier, on s'est dit ah peut-être, et finalement terminé, on l'a revu une fois à Lille cette saison et plus rien après. Donc les idées de Luis Enrique sont parfois sans lendemain. Mais oui, la vision de Ugarte contre Loftus-Cheek, oh là là, des mauvais moments. Hein. Non, il n'est pas dans la liste du Brésil, l'ami, comment il s'appelle, Beraldo, puisque Gabriel Magalhaes, là, le central gaucher de Arsenal, s'est blessé et Carlo Ancelotti a décidé de n'appeler personne de plus. Donc pour l'instant, pas de Beraldo. Après, ça nous arrange parce que comme ça, il pourra peut-être être là le vendredi soir contre Toulouse dans quelques temps. Mais c'est vrai que pour Beraldo, c'est un peu gênant. Il lui reste 3 mois, même pas 2 mois et quelques pour aller chercher une place dans les 26. À voir ce que ça donne. Possiblement titulaire contre Toulouse à ce poste. Bah, je serais pas surpris qu'il le soit. En tout cas, je suis à peu près sûr qu'il sera titulaire contre Toulouse parce que c'est le seul qui est pas parti en trêve internationale. Mais à quel poste il faudra voir. Et si on se posait aussi, parce que tu viens de le dire, est-ce qu'on se pose pas beaucoup de questions peut-être pour redonner un peu de match, de temps de match à un joueur qui va être aligné justement contre Toulouse? C'est possible aussi, oui. Non, mais c'est vrai que un truc qu'on n'a pas évoqué au moment de comprendre pourquoi Luis Enrique l'a fait rentrer lui à la 43e et pas Dro ou un autre, c'est que peut-être que Beraldo fait des bonnes séances et qu'au bout d'un moment, Luis Enrique dit attends, c'est pas normal, je peux pas le faire jouer parce que bah Pacho est trop important, qu'on a besoin de stabilité derrière, mais c'est pas normal que le petit il joue jamais quoi, en fait. Il a le droit lui aussi de jouer, donc il l'a fait rentrer et puis bah ça a été bien quoi. Donc à voir la suite. Ah non, petit point sur les pénaux. Donc c'est Nuno qui a tiré. Bien tiré d'ailleurs, belle frappe, bien croisé honnêtement. J'ai mordu à l'hameçon, je m'attendais à ce qu'il tire en l'air à chercher la lucarne, pas du tout. Placé dans le petit coin. Qu'est-ce qu'on en déduit de ce penalty de Nuno dans le petit côté? Est-ce que ça y est, c'est lui le tireur? Qu'est-ce qu'on fait? Ah moi Ah j'attends. bah c'est compliqué, puisque Luis Enrique nous a apporté une nouvelle information en conférence de presse. C'est Incroyable. qu'apparemment, désormais, c'est Marquinhos et Vitinha qui choisissent le tireur. Donc Exactement. bon. Ah, tu sais que donc Alice de l'AFP m'envoie à la conférence de presse par audio. J'écoute, je m'attends, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Je reviens en arrière, je monte le son, je pars même éditer la bande son pour être sûr de ce qu'il a écrit. Ah ouais, il a bien dit que c'est Marquinhos ou Vitinha qui décide sur le terrain. Je fais comment ça? C'est quoi cette histoire? C'est c'est du nouveau ça, d'accord. Bon, bah allons-y hein. Oui, Daryl, je t'en prie, continue quoi. Bah oui, voilà. Donc bon, le coach a décidé visiblement comme pour le Capitana, de laisser cette responsabilité aux joueurs. Donc bon, j'ai l'impression que, enfin personnellement, je pense que nous s'il y a un penalty de nouveau et que Nuno est sur le terrain, il y aura des chances qu'ils le reprennent, mais bon, je peux pas affirmer ça avec certitude, quoi. Ouais, Globalement, ouais. j'ai l'impression que ce sera un peu au feeling, et qu'en fait, tant qu'un joueur n'aura pas loupé, on continuera pas à tourner, quoi. Donc voilà, jusqu'à ce qu'il échoue éventuellement, on espère que ça n'arrivera pas. Voilà, à mon avis, il va continuer, hein, puisqu'il est en confiance dans l'exercice. Ouais. Oui, Nuno Mendes, streamer jeux vidéo. J'ai pas pu regarder sur Twitch ce qu'il a fait. Si des gens ont regardé. Bon, je crois pas que Daryl ou Blaise regardent des Twitch en train de jouer. Mais bon. On sait jamais. C'est quoi la chaîne de Nuno? Je sais pas, je crois qu'il l'a partagé sur son profil Instagram ou sur son compte Twitter. Je dois plutôt Insta, il est plutôt sur Insta Nuno. Nuno 25 Mendes, voilà. Si vous voulez aller voir sur peut-être que le live de l'autre jour est disponible. Voilà. On nous dit Nuno et Lee sont les deux seuls à ne pas avoir raté de penalty. Bon, ils en ont pas tiré beaucoup, mais c'est vrai que honnêtement, je m'attendais pas à ce que Nuno fasse preuve d'une qualité d'un calme et d'une précision pareille. Je m'attendais à ce qu'il tente d'attraper la lucarne et pas du tout.
Vraiment, belle lecture du jeu du gardien et tout, donc très surpris en bien. Après, la façon dont Luis Enrique a présenté ça, ça faisait quand même beaucoup penser au fait que bah, il sera pas forcément le tireur numéro un et que Vitinha, voire Dembélé pourraient de nouveau tirer des pénaux. En tout cas, quand même un truc moi qui me marque un peu dans la fameuse déclaration, c'est Marquinhos ou Vitinha qui décide. Ça montre quand même un peu la place que Vitinha occupe. C'est-à-dire que le capitaine, on le savait déjà, c'est Marquinhos. Le vice-capitaine, quand il est pas là, ça serait plutôt Hakimi que Vitinha qui porte le brassard. Mais dans ceux qui défendent, qui, comment dirais-je, qui décident sur le terrain, pas qui défendent, bah, c'est quand même Marquinhos et Vitinha, quoi. Peut-être Dembélé aussi un cran plus haut, mais c'est pas du tout pour jeter l'opprobre sur Hakimi, mais ça montre surtout la place centrale que Vitinha occupe dans la relation avec l'entraîneur, dans le leadership sur le terrain, tout ça, quoi. C'est plus dans ce sens-là que je dis ça, où vraiment, ouais, Vitinha a pas d'ego particulier, toujours l'équipe. Bah, d'ailleurs, globalement, vous regardez les grands leaders de Luis Enrique. Marquinhos, l'équipe avant tout. Vitinha, l'équipe avant tout. Dembélé, l'équipe avant tout. Aka, c'est pas pareil. Hakimi, l'équipe avant tout. Euh, S'il y a une vraie constante. Voilà. Donc, c'est pas étonnant que ce soit des joueurs comme ça qui pèsent le plus dans ce qu'est cette équipe, justement, quoi. Blaise, sur Nuno Mendes qui tire le penalty, qu'est-ce qu'on en déduit? Bien, bien mais la révélation de Luis Enrique, bah, me laisse à penser que oui, c'est circonstanciel et que plus que le choix de Nuno sur ce match, c'est peut-être, que Vitinha, lui, s'est pas forcément senti, parce qu'il était sur le terrain et donc il a visiblement participé au choix et donc non, je pense qu'il y a au final pas trop de conclusions à tirer, à part le fait de savoir qu'il est capable, bah, d'avoir un coup de pied très sûr, ça on l'avait vu en séance, mais en match aussi. Ouais, on verra la prochaine fois. On y dit, il tire trop fort, le prochain part dans la bouteille du gardien. Ah, écoutez, on a eu des pénaltys sans aucune puissance. Euh, Mais choix surprenant du gardien, hein, de Yehvan Diouf, parce que Nuno, je pense qu'on était, en tout cas nous supporters parisiens, presque tous à s'attendre à un tir croisé, donc surprenant qu'il soit pris à contre-pied. oui, mais c'est vrai qu'il vend bien sa course, je trouve. Ils font vraiment quelque chose de. Il fait, je trouve, une course où tu te dis pas, avant qu'il tire, tu t'attends à ce qu'il croise. Et je trouve que quand tu vois sa course, tu t'attends pas forcément à ce qu'il croise, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a dans sa prise d'élan, dans ce qu'il dégage en termes d'équilibre, tout ça, il cache bien la volonté de fermer son pied, en fait. Ouais, non, mais faudrait que je le revoie. C'est vrai que, bah, moi, j'étais plus sur la sensation, en tant que supporter parisien, de savoir un petit peu les qualités de nos joueurs et donc je m'attendais à la frappe croisée. Donc ouais, peut-être que par la course, il faudrait que je regarde, je revoie le penalty mais j'ai pas en tout cas, moi, j'ai été surpris de voir le Ouais. gardien pris à contre-pied. Tiens, nous dit son dernier penalty contre Marseille, il avait tiré intérieur du pied. C'est celui qui met côté opposé par rapport à d'habitude, celui contre Marseille, j'imagine. Il me semble que c'était celui-là, celui au Trophée des Champions. J'étais là, comment ça, il a mis un péno contre Marseille. Mais oui, c'était les tirs au but du Trophée des Champions. Bon, à revoir. En tout cas, ouais, c'est ça. C'était celui, il avait changé de côté parce que de mémoire, Liverpool, il va chercher la lucarne. Flamengo, de mémoire, pareil, il va chercher la Lulu. Enfin, il avait tiré des pénaltys avec une violence non négligeable, on va dire. On a fait le tour sur un peu l'aspect collectif du jeu. Non, un dernier point. On va parler de draw après, mais la séquence avant le quatrième but, le troisième but, pardon, celui de draw justement, elle est incroyable. Il y a, je sais pas combien de passes, 60 ou 50 passes d'affilée. On avance, on recule, on déplace la largeur, tout ça. Non, incroyable le but. Dans la construction, la patience, le fait de jouer avec l'adversaire, de le fatiguer. Vraiment, on a joué un tiki-taka dont rêve le Barça, qui pourtant s'y connaît un peu dans le truc. Mais vraiment, superbe, superbe. Oui, Blaise? Non, mais c'est bien de la mettre en avant parce que il y avait eu cette séquence qui avait été très virale contre Chelsea où on avait conservé le ballon plus de 2 minutes, mais on avait fini par, ne rien en faire
alors que là, au final, ça a donné un but et c'est bien de revoir dans cette fin de saison, aussi beaucoup d'aspects, qu'on aime bien voir. C'est des bons signes. Je trouve que cette équipe, elle est capable de garder le ballon. Là, bon, Nice, c'est pas Chelsea, c'est pas une équipe de Ligue des champions, mais la sûreté technique, je trouve qu'en ce moment, et les 2 matchs contre Chelsea, il y a eu beaucoup de discussions sur les XG. Là, il y en a plus et on a des occasions. Donc, je trouve qu'en ce moment, techniquement, on retrouve un bon moment. On avait, beaucoup parlé des petites incompréhensions, des pertes de balles bêtes. Il y en a eu au match aller contre Chelsea, il faut pas l'oublier. Mmh. Mais je trouve que l'équipe est dans un bon moment technique. Et là, les 2 séquences sur les 2 matchs, tend à le prouver et celle-ci a fini par un but qui est pas aussi beau que la phase de construction, mais le petit draw, il a des qualités, hein. Ouais, on nous dit c'est un des premiers, si ce n'est le premier match où j'ai eu l'impression de maîtrise comme l'année dernière. Alors, le match au Havre, le déplacement précédent, il y avait quand même. Alors la fin, c'est un peu du hurrah football, tout ça, mais sinon il y a quand même une vraie maîtrise dans le jeu, tout ça. Le problème du match au Havre, c'est qu'on n'a pas Ah converti nos ouais, occasions, mais sinon, on effectivement, avait il y tout avait. foutu à côté. Ouais, mais par contre, dans le jeu, c'était quand même pas mal. Il y avait eu bah, justement un grand nombre d'occasions créées, et puis cette précision qui nous a pas mal manqué ces derniers mois était quand même un petit peu revenue. Et là, bah, contre Nice, pareil, on a revu des joueurs qui arrivaient bien mieux se trouver, y compris dans les petits espaces, avec bah, pas mal d'enchaînements techniques de grande qualité. Ouais. On me dit Melvin Barr, quel joueur, il m'a régalé. Non mais Melvin Barr vers la 35e, quoi, il est rouge, rouge comme son maillot là. Ah mais Et à l'ambassade d'Angleterre, du Royaume-Uni, c'était prêt à lui filer un passeport là. Il était rougeau à souhait, il était magnifique. Bon, il a pas fait un très bon match malgré ça, mais Non, mais on en rigole, mais il a quand même empêché Lee de faire avancer le jeu oui. et peu importe le niveau, je trouve que Lee, c'est un joueur, quand, il conserve le ballon, c'est un joueur élite, hein. Donc non, c'est normal, je pense qu'au bout de 35 minutes, Ah, il était bien ce rougeau. joueur-là, ouais, il était cuit parce que Lee, je pense qu'il faut dégager beaucoup d'énergie parce qu'on a vu, des défenseurs parmi les meilleurs peut-être, ou en tout cas qui jouent dans les meilleures équipes. Lee, quand il reçoit le ballon côté gauche, qui met son dos en opposition et puis après qui joue de ses feintes de corps, c'est pas un joueur facile à cadrer, hein. Non, non, Même je suis s'il fait pas d'accord. toujours avancer le ballon, hein. Non, mais même Melvin Barr, on rigole parce que souvent il finit dans des états physiques pas possibles, mais c'est pas un mauvais joueur non plus, hein. À Nice, je pense qu'il y en a des bien plus mauvais que lui, hein. Les deux centraux autour de Dante, ouh là là, c'est compliqué le football pour eux, hein. Et Donc, tu peux pas occulter, l'expulsé Youssouf, ah Ndachimi, non mais à Lille, c'est lui il s'est trompé de sport, c'est autre chose encore. Voilà. D'ailleurs, ouais, je regardais honnêtement, je voyais la compo Nice, je fais mais c'est nul, hein. C'est pas nul, je veux dire en fait en termes de joueurs. T'as quand même des joueurs. Normalement, tu devrais pas jouer la 15e place hein, ou 16e, je sais plus où ils en sont. Mais bon, Dante, ouais, il a 40 ans, c'est compliqué évidemment. Mais tu regardes sur le papier, c'est pas une équipe qui devrait être là globalement. T'as des bons joueurs malgré tout, hein. T'as des mecs avec des qualités. Je regardais le FC Nantes, les noms qu'ils alignent, le Havre. C'est pas normal que le Havre, avec une équipe qui a pas un euro, qui doit mendier pour s'acheter des chasubles, soit devant Nice hein, quand même. Donc bon, ouais, mais Philo, on a beaucoup raillé Rosenior, mais dans un autre style, Claude Puel, il faut arrêter. Je pense que ah, même il a participé au contexte, en tout cas de l'intensité mise et aux petites fautes. Il y avait un moment, il sort une stat, je crois, il y avait 6 fautes à 0 ouais, ou 6 6 fautes à fautes une, à, ouais, ouais, 6 fautes à 1, voilà. Donc, ouais, Nice, ils ont mis de l'agressivité. Le dénommé Youssouf, lui en a mis beaucoup beaucoup trop. et beaucoup Ah, non trop. mais, Donc, ouais, on voyait Puel, il était très agité. Non, c'est un coach, il participe au match, hein. On ne le dit pas souvent. Et Puel, bah, il est rentré dans le piège en pensant que, en fait, juste mettre de l'intensité face aux champions d'Europe, ça permettait de s'en sortir. Mais non, il y a autre chose à mettre. Les équipes de cette saison même l'ont prouvé. ouais, non mais c'est vrai quand tu te rappelles le Monaco de Claude Puel, bon c'était il y a 25 ans, hein, mais c'était une équipe incroyable. Bon, c'est le Nice de Claude Puel. Alors évidemment, il peut pas faire pareil. Il joue le maintien. Il faut juste sauver ce que tu peux sauver. Mais c'est vrai que bon, on avait vu un OGT Nice très Claude Puel le joueur en fait.
Claude Puel, l'entraîneur, a pas toujours été comme ça. Ça a même été un entraîneur qui a proposé des footballs très offensifs, très pétillants. Mais là, ouais, il faut. C'est pas Comboiré, mais on n'en est pas loin quand même, hein, globalement. Petit mot aussi sur l'arbitrage. Il y a un truc vraiment je ne comprends pas. C'est le coup de poing de Youssouf dans le coup de Pacho là. Comment ils font? Nous on le voit à la télé, donc direct, hein. Pacho reste au sol pendant 1 minute. Comment ils font pour ne pas voir ça? Si quelqu'un a l'explication, genre Smaïl Bouabdella sur Ligue 1+, il était à 2 doigts de te dire que Pacho s'était fait mal tout seul. Bon, lui j'en entends rien donc c'est pas grave. Le VAR, moi, encore Doué, bon, c'est dans l'Impact, c'est le début du match. Allez, je peux l'entendre et on sait que Delageau il va pas siffler énormément, voilà. Mais le coup, enfin là, il lui met un coup de poing dans le cou en fait. C'est même pas, il le rate ou autre. Il lui met une patate dans le dos et personne le voit. Moi, si quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible, nous on l'a vu à la télé. En plus, Smaïl qui fait le malin, le chef d'édition, Erwan Genoen, il regarde le match. Bah, il le regardait pas à ce moment-là le match ou quoi? Donc non, vraiment, ça fait honnêtement, hein, j'ai rarement vu un truc pareil. Ou alors ils choisissent délibérément de ne pas en parler, voilà. Mais non, vraiment, Blaise Daryl, moi cette action elle m'a choqué parce que je comprends pas comment tu peux la passer sous silence alors qu'elle est, enfin on l'a tous vu à la télé quoi. Ah, Honnêtement, c'est ça. non mais je me suis demandé un moment, est-ce que je suis zinzin? Et je suis parti chercher pas de choses sur Twitter pendant le match. C'est un truc que je fais jamais, par exemple. Je suis parti chercher sur Twitter pendant le match et je vois des dizaines de gens. Ah bah ouais, ok. Je fais, bah, c'est bon, je suis pas fou alors. Donc il s'est vraiment passé ça. Ah Est-ce non, mais que. c'est non, mais le pire, parce que tu as bien fait de citer le réalisateur, bah, j'ai l'impression que ça c'est un peu fait, par le diffuseur parce que contrairement à d'autres, et je vais en parler d'une juste après, bah, cette action, on la voit. Donc, Bah oui. généralement, quand on la voit, c'est que, bah, il y a une interrogation. Là, on peut dire ce qu'on veut, généralement qu'il y a une poussette, le corner, il est pas tiré, bah, évidemment, ça change rien. Mais là, il y a un coup qui est donné, peu importe que ce soit le ballon soit en jeu ou pas, ça reste, une action, qui est sanctionnable. Donc, ouais, C'est une c'est très agression, quoi. surprenant. Vas-y, je te laisse prendre la suite, mais c'est très, très surprenant que ça n'ait absolument fait l'objet que d'une rapide discussion entre l'arbitre et les 2 joueurs. Oui, c'est ça. Moi, c'est un peu ce que je trouve vraiment choquant. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été vu, bon, bah, ok, passons, même si on aurait pu s'interroger sur le rôle du VAR. Mais là, puisque l'arbitre a convoqué les deux joueurs pour en discuter, c'est qu'il a vu ce qui s'est passé. Et pour moi, que le ballon soit en jeu ou pas, etc. Enfin là, ça n'a pas d'importance parce qu'on est sur un geste qui, dans le barème, constitue ce qu'on qualifie d'agression. Donc, pour moi, ça ne doit pas faire un pli, là. Et effectivement, tu en as parlé, Blaise, il y a un peu une complicité là du diffuseur qui ne dit pas le moindre mot sur ce qui s'est passé, quoi. Mm. Bon, Donc, bon, c'est effectivement très problématique. ouais. Enfin, ouais, alors évidemment, les chants, mais ça, on sait très bien que. Oh non, mais Ça, c'est ça, oui. Non, mais même avant les champs, il y a moi, le but de Kvara là, je veux revoir, hein. On l'a pas revu, il me semble, hein. Ah, Le attends, de rendu de quoi? Dembélé. Ah oui, Dembélé oui, qui est oui, oui. lancé, qui remet, à Kvara et Kvara qui frappe dans l'entrée de la surface. Même pour moi, Dembélé, ouais, il est je pas hors sais pas. jeu, Dembélé. On est d'accord, ouais, en début de Ouais, deuxième mi-temps, c'est ouais. ça, là, ouais. Exactement, exactement. Ouais. Peu de temps après son entrée, je crois quelques minutes après son entrée. Ouais, c'est ça, ouais. Non, celui-là, effectivement, on n'a jamais revu. Et même, il y a le mec en bas à droite qui couvre, on est d'accord, hein. Ouais, Bon, bah. ouais, ouais, c'est pour ça, Ouais, je pense, ouais. Ouais, moi ouais, aussi, enfin, on n'a pas je vu suis les pas lignes, ouais. fou. Je Ouais. suis pas allé sur Twitter comme toi, mais je suis pas fou. Après, je te dis honnêtement, il y a mieux que Twitter pour savoir si c'est la réalité ou pas. On n'est pas sur la source Et absolue. on a tous maintenant ce mauvais réflexe. En tout cas, moi aussi. Voilà. Et oui, aussi, pourquoi il donne le ballon aux Niçois quand l'arbitre dévie le ballon alors qu'elle revenait dans Oh, nos pieds? Alors ça, ouais. ouais, parce que non, mais ça, c'est un peu absurde, mais c'est parce que du coup, le Niçois était, enfin, c'est un Niçois qui était le dernier joueur à avoir touché la balle, elle n'était pas contrôlée par les Niçois et revenait effectivement clairement vers nous. Ça, bon, je pense que c'est du mauvais arbitrage de la part de Delageau, hein, tout Bon, simplement. C'est une ouais. erreur. Parce que je peux comprendre qu'on rende la balle à la dernière équipe qui vient toucher, mais il faut qu'elle ait la maîtrise du ballon, ce qui n'était absolument pas le cas.
Ouais. Non mais voilà, un peu bizarre. Dit l'acoustique de l'Alliance Riviera n'est pas aussi bonne qu'au parc. Non mais bref. Ça c'est le folklore aussi. Bon bref. Non mais tu sais que les règles, faut croire qu'elles s'arrêtent au périph'. Hein. Enfin bref. Ah, ça, c'est Avant oui, qu'on passe aux un perfs autre débat. individuels, je vais remercier nos subbers. Merci à Tara75012. Faut changer le code postal, mademoiselle. Hein, on sait la vérité. Merci à JV Aurel. Merci à 45 Sharkix. À Richard Mammouth. À Eubid59. Et à Umberto Coelho. Alto Sec aussi. Voilà. C'était merci à vous. Vous êtes tous des fidèles. En plus, ça fait très plaisir. Et j'espère que le contenu continue de vous plaire. Sur les perfs individuels, bon, Daryl ne m'en veut pas, mais on a encore pas mal de trucs à discuter. Tu auras pas le droit de faire ton point Safonov, et puis il a rien eu à faire du match. Mais il y avait rien à dire dessus, donc c'est pas grave. Voilà. Est-ce que vous avez parlé du macroniste Emmanuel Grigor? On en a parlé très rapidement au début. Honnêtement, pour l'instant, il a rien dit sur le Parc des Princes. Donc on verra tout ça. Il faut voir le conseil de Paris, c'est ça? Voilà. On a fait un Il y a article quand ce même matin. Nasser qui lui a envoyé un message, Ouais. visiblement. Après, si on se fie au tweet d'Emmanuel Grégoire il y a quelques années, il préfère aller au Vélodrome qu'au Parc des Princes. Mais bon, il a, Évidemment, on il a n'a pas pas pu, oublié. il a pas pu s'empêcher de nous rappeler que l'OM était son club de cœur. Bah écoute, mon grand, tu peux aller prendre la place de Pablo Longoria. Elle est libre. Euh, Ensuite, en défense, est-ce que vous voulez évoquer Hernandez, Pacho, Zabarni, Warren? Zabarni, j'aimerais bien, Eh ben moi, vas-y, parle-nous du Zab. parce que Zabarni, je trouve que dans l'ensemble, il a plutôt fait un bon match. Il a été peut-être le plus sollicité parce que Wai, il a vite compris que les appels, ils étaient mieux de les faire Ouais, sur la gauche pour lui plutôt que sur la droite. Donc, donc il a eu le seul opposant niçois, on va dire de manière continue. Et dans l'ensemble, il a plutôt dominé. Il a gagné les duels aériens. Il a gagné les duels au sol. Il a réussi à excentrer Wai. Il s'est pas fait balader. Il a été euh, disponible en tous les cas pour ses partenaires. Avec le ballon, il a été prudent, mais en tous les cas, il n'y a pas de fausse note. Il y a moins de contrôle un peu qui lui échappe, même s'il y en a un, wow, il perd à un moment donné, il perd un ballon, ouais. il tape du mauvais pied, là, c'était lunaire. Mais dans l'ensemble, ouais, je trouve que ça participe à son adaptation parce qu'il fait beaucoup, beaucoup moins de fautes que lors de ses premières apparitions. Donc ça, c'est pour le positif. Après, dans ses interventions, il y a beaucoup de duels gagnés, je le disais, mais il manque peut-être de cette, peut-être c'est pour ça aussi il s'améliore, mais il a ce penchant négatif que je trouve qu'il est pas assez agressif. Il y a des moments, des duels de la tête, il les gagne, mais au final, il met juste sa tête en opposition. Les duels, il laisse très souvent l'attaquant en vie, même s'il finit par les remporter. Donc, je pense que dans son adaptation à la Ligue 1, c'est de mieux en mieux, mais en essayant de retirer du Zabarni qui a brillé, en tout cas qui a fait une bonne saison à Bournemouth la saison dernière, ça le rend un peu gentil dans ses interventions et c'est un peu le négatif que je ressortirais de sa performance, mais avec Pacho, ça fonctionne plutôt bien. Et ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est un but, enfin, c'est un match sans but encaissé. Et on n'a pas à dire sur Safonov parce que il y a eu à côté de Pacho aussi Zabarni sur ce match-là. Ouais. Est-ce que tu as aimé la passe, l'espèce de parpaing que Safonov a envoyé à Zabarni à un moment? Ah oui. Euh, Ah, c'était incroyable. Il y a eu pas mal de parpaings sur ce match, hein, d'ailleurs. O'Haro l'a évoqué, mais Tu on n'a penses pas au coup toujours mis franc, les. le coup franc Ouais, ouais, que Vitinha met dans les pieds de Doué, Doué qui lui dit ouais, tranquille. ouais, 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 exactement. Il y a eu des briques là envoyées. Bon, Ah non, notre ami russe a envoyé sur notre ukrainien des trucs. J'étais là genre, oh, calme-toi, t'es pas sur le front. Hein, tu peux lui faire des passes un peu plus normales, ça va bien se passer. Hein. Mais d'ailleurs, le ballon a fini des pieds de Zabarni directement jusqu'à Warren, 10 mètres plus loin, sans que ça ralentisse ouais, spécialement là pour la course du ballon. C'est dire à quel point il a tiré fort. Non, juste sur Zabarni, effectivement, une personne m'en parle. C'est moi ce qui me choque, c'est l'action de Wai où il a ah, beaucoup de ouais, mal. il rate la balle là. Ouais, 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 et même sur celle avec avant la mi-temps où c'est Barr qui fait la tête, il a un vrai souci de déplacement
je sais pas ce qu'il fout. Il y a des moments où il oublie totalement le joueur dans son dos en fait. Et je trouve il arrive pas à se connecter. Il y a un moment, il déconnecte. Non, en fait, c'est pas qu'il déconnecte de l'action, c'est qu'il est trop connecté au ballon et qu'il regarde pas assez ce qui se passe autour de lui. Et ça, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on le voit. Et c'est quand même un point un peu gênant au très très haut niveau. Ne pas être en mesure de surveiller deux choses en même temps, ça va être bon, c'est un petit peu compliqué quoi. Donc bon, c'est c'est à voir, mais je suis pas sûr que ce genre de choses lui rende service quand même. Daryl, Blaise, vous voulez rajouter un truc sur les défenseurs ou on passe au milieu de terrain, que ce soit Vitinha, Mayulu ou Lee? Oui, Oh, Daryl? moi, je mettrais juste, je rajouterais juste un petit mot sur Hernandez, Ouais, que je trouve plutôt dans une bonne séquence. Fut un temps pas si lointain où sa présence sur le terrain pouvait m'inquiéter un petit peu. mm, Là, en ce moment, je trouve qu'il fait des matchs plutôt sérieux. ouais, Donc sans furiture, assez propre techniquement. Là, bah, il était dans un rôle très défensif, mais il y a eu un petit moment où là, où il y a eu une séquence où il y avait Nuno Mendes à son poste habituel et Hernandez plus haut. Bon, ça va pas durer longtemps, hein, mais voilà, donc je trouve qu'il fait des matchs plutôt bons. Il est pas pris en défaut par ses adversaires. Donc voilà, très bien. je trouve que c'est plutôt positif Ouais. et nécessaire. Oui. D'ailleurs, Luis Enrique a dit du bien de sa performance sans qu'on lui demande quoi que ce soit, ce qui est plutôt une bonne chose. Milieu de terrain, bon, on a évoqué le cas Beraldo, donc voilà. Euh, Est-ce que vous voulez évoquer Mayulu? Est-ce que vous voulez évoquer Viti, Lee, comme vous voulez? Oui, Daryl. Alors oui, j'avais pas fermé mon micro, mais alors je parlerai bien de Mayulu, parce que Pas de souci. Oudro aussi, ouais, lors de effectivement. la, Vas-y, ouais, vas-y, Woodrow pas. aussi, Vas-y, mais je t'en Mayulu, prie. ouais, Parle de Mayulu. son, son début de match était pas mal du tout. Je trouvais qu'il était bien rentré, plutôt bien rentré dans la partie. Et que ça commençait pas trop mal pour lui. Il a même grandi un peu dans le match lors de l'espèce de mini temps fort niçois. Bah, défensivement, ça a été un des joueurs qui a le mieux répondu et qui a été le plus en mesure en fait d'empêcher Nice de se montrer véritablement dangereux avec deux ou trois récupérations de balles et puis des contre-lancés. Donc c'était non, vraiment un bon match de sa part. Il y a eu aussi cette petite phase là dans la rencontre où il a un peu switché avec Nuno Mendes, même si ça n'a pas duré. Mais donc c'était un match qui était un peu dans la lignée de son entrée face à Chelsea. Donc vraiment bien, vraiment intéressant. Avec un Mayulu qui semblait avoir un peu retrouvé sa confiance et ses meilleures dispositions où on voyait vraiment toutes les qualités du joueur. En tout cas, sa capacité à exister au milieu de terrain et à être vraiment plutôt bon dans le duel. Lui qui est un joueur plutôt relativement frêle. Et bon, c'est dommage que sa partie ait été interrompue juste avant la mi-temps pour ce souci au mollet, quoi, qui est un peu récurrent. Bon, heureusement, ça n'a pas l'air trop grave. Et donc tant mieux parce que là, on va avoir besoin de toutes nos forces vives. Mais en tout cas, voilà, un Maïlou qui confirmait, avant sa sortie sur blessure, un retour plutôt en forme. Ouais, ça tombe vraiment mal sa blessure. Vraiment très très mal, ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas top. Non, Mayulu a pas le même agent que Dembélé, tout ça. Non, 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 c'est quelqu'un d'autre. Et donc c'est pas des choses liées en tout cas. Ou alors à moins qu'il ait changé dernièrement, mais pas de ce que j'en sais. Ouais, non, bah même dans l'axe, il gagne des duels et tout, c'est bien, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Donc ça tombe vraiment pas très très bien cette nouvelle blessure. Après, c'est 2 semaines, c'est pas non plus le bout du monde, hein. Ah oui, Voilà. oui, oui, puis surtout, il y a ces 2 semaines de trêve internationale. Donc au final, ça risque d'être un dollar pour nous. Mm. Voilà. Euh, Lee, franchement, bon, voilà. Non mais, en fait, c'est terrible, c'est que chaque entrée de Lee, tu te dis, ah, il mériterait peut-être de jouer un peu plus. Et chaque titularisation de Lee, tu te dis, ouais, en fait, non. Non, c'est bon, non. Voilà, quoi.
En fin de match, t'as Luis Enrique qui dit félicitations à Mayulu, à Dro, à Hernandez, à tout le monde, à Beraldo, sauf Ali, quoi, globalement. Bon. Non, je suis pas. Lee, il a pas on me dit, il a pas digéré la non-vente à l'Atlético. Enfin, on me demande. Bah non, parce que quand il rentre en jeu, il est très bon. Donc c'est pas une question de digestion, pas digestion. C'est juste qu'il n'arrive pas à passer le cap quand il est titulaire de faire plus. Et enfin, il était face à Melvin Barr, qui est pas un mauvais joueur, mais qui est pas non plus. Voilà. Mais bon, c'est pas. C'est comment dirais-je, c'est pas suffisant pour espérer avoir plus de temps de jeu, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas. Bah voilà, quoi, ça fait ce genre de match mièvre. Ah ouais, là, Où... c'était très moyen. Mais même en fait, c'est un peu surprenant parce qu'il y a des situations, typiquement, voilà, les renversements où il est généralement très bon. Là, il a été quand même très timide sur ce genre d'action. Bah, je pense justement à l'action qui provoque le carton rouge de Youssouf, là. Il a une possibilité de renverser, il garde un peu la balle sans faire de choix. Alors bon, au final, l'action est entre guillemets positive puisque il y a carton rouge, mais bon, c'est pas positif pour lui puisqu'il prend un sale coup. Mais globalement, ouais, moi j'ai trouvé qu'il ralentissait un petit peu le jeu. Puis il y a aussi une situation de contre là où eh ben, il est servi et comme d'habitude, il rentre sur son pied gauche. Enfin, il y a trop peu de surprises en fait dans son jeu. C'est toujours un petit peu la même chose. Et donc c'est compliqué. Il y a un cap qu'il a du mal à passer. On pensait que bah, il était sur la bonne voie parce qu'il y avait vraiment des entrées en jeu après son retour de blessure, là, des entrées en jeu vraiment positives et voire même déterminantes. Mais là, ouais, c'est des limites, c'est limité quoi. Donc c'est dommage, hein. Non, mais ouais, c'est ça, quand on me dit techniquement c'est un monstre. Ah oui, non, non, mais il n'y a pas que. Ah oui, Le ah oui, problème, il est oui. pas technique chez Lee, hein. C'est plutôt enchaîné après la prise de balle, c'est plutôt manque un peu d'explosivité quand il joue sur un côté, un peu trop de timidité aussi. Bon, enfin, globalement dans le jeu, t'as l'impression que le mec il sait faire contrôle, il est trop fort, transversal, il est trop fort, mais tout le reste, c'est là genre ouais, ok, maintenant tu fais quoi? D'accord, donc là tu nous as fait contrôle parfait, dribble du fessier ou presque, pour faire une passe en retrait à 5 mètres. Bon, bah on va recommencer l'action d'après. Et puis il est capable de te faire ça 10 fois d'affilée. Voilà. Alors que quand il rentre en jeu, t'as l'impression qu'il y a un côté pressé par le temps, où d'un coup, bah là, il joue plus vite. Il est moins dans la conservation, protection de balle. Bon, c'est dommage. Enfin, c'est pour lui que c'est dommage, parce que c'est pas en faisant ce genre de match qu'il va gratter plus de temps de jeu au PSG, quoi. Il y a des mecs qui font plus avec. Enfin, par exemple, si je dois comparer sur le même match, le match que fait Mayulu, qui va prendre le ballon, qui va casser des lignes, qui va défendre tout autant si ce n'est plus, qui va se projeter, qui va combiner, qui va mieux lire les espaces, et je vois le match de Lee, tu vois, genre, ouais, c'est un peu gênant quand même. Enfin, normalement, le match de Lee, le match que fait Mayulu, Lee doit être en mesure de le faire maintenant. Ça fait quand même 3 ans qu'il est là, c'est sa 3e saison, ouais, c'est ça. C'est un peu, c'est pas suffisant à mon goût. Enfin, peut-être que je suis trop exigeant, mais en tout cas, pour un titulaire du PSG, tu dois savoir faire plus que ça, quoi. C'est conservation de balle, protection, première touche très propre, tout ça, ça suffit pas, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Blaise, Daryl, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Dro ou sur Vitinha, qui sont les autres milieux de terrain qui ont joué, parce que bah, Beraldo, on en a déjà longuement parlé. Oui, Blaise, petit mot sur Dro, j'imagine. Ouais, tu me connais bien. Ah Ouais, bah, c'est drôle parce que bah, dans la lignée de ces apparitions où moi je le vois vraiment comme une acclimatation à ce championnat, bah, il continue à montrer des choses. Et en tout cas pour ma part, contrairement aux autres matchs, excepté Monaco, je trouve que sur son entrée, ça a été plutôt constant. On l'a vu disponible, avoir toujours cette volonté de se déplacer comme sur ses précédentes apparitions notamment. Mais on a vu là il a été touché de plus en plus dans des zones un peu variées et près du but.
notamment, puisque ça lui a permis de marquer, où il s'est encore une fois montré très intéressant. Il y a pas de conclusion, il y a pas d'enflammade, mais ouais, encore un bon point pour ce jeune et je trouve qu'il a vraiment, en tout cas, balle au pied et dans la compréhension aussi, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il doit faire dans les zones quand il est touché. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant et tu l'as dit pour Beraldo au poste de milieu de terrain. Je pense qu'il est entre de bonnes mains. Donc, ouais, non, j'apprécie, je continue à aimer. Et comme ça, quand le match il est joué, c'était parfait. Ouais, après, il va falloir avec le temps, il jouera des minutes qui sont plus importantes, mais c'est vrai que comme ça, 20 minutes c'est un adversaire qui a baissé en intensité physique, ça lui permet de prendre du rythme, tu prends quand même un peu des coups pour mesurer la différence de plein de choses entre les U19 et les pros, c'est bien. Et moi, je trouve franchement le but qu'il met, il est vraiment très beau. La façon qu'il a de d'attaquer le ballon pour mettre le défenseur totalement hors du coup, quoi. Il l'efface littéralement. La frappe, elle est parfaitement placée. Ouais, c'est bien, c'est bien. Après, bon, c'est pas un produit fini, hein, il est fini évidemment, mais c'est bien. Il a été un peu mis à la cave, on le relance, bam, direct, il répond positivement, donc c'est une très bonne chose. Concernant, bon, on va passer un peu à l'attaque. On a déjà évoqué un peu Kvara. On va évoquer quand même un peu le contenu vraiment de la prestation de Nuno Mendes et Diego gauche parce qu'on a beaucoup parlé de pourquoi il l'a fait jouer là et par rapport à ses qualités. Mais qu'est-ce que vous avez pensé finalement de Nuno et gauche, messieurs? Oui, bah Blaise ou Daryl, comme vous voulez. Bon, non, je peux continuer. Bah, je vais pas dire que c'est mauvais parce que ça l'est pas du tout. En tous les cas, c'est pas à même pour moi de pouvoir l'amener à être un joueur qui peut, comme on le pense beaucoup parce qu'il a d'immenses qualités, sur une longue série de matchs, par exemple, être un choix à ce poste-là. En tout cas, moi, par rapport à ce que j'aime du joueur et ce que je préfère de lui, c'est par l'arrière qu'il arrive à prendre l'avantage parce qu'il a une première foulée, une qualité de premiers appuis et notamment quand il a le ballon dans les pieds, qui l'amène à casser des lignes et à créer le déséquilibre très souvent d'une position arrière. Donc ce choix, effectivement, sans ballon, on peut penser que sa vitesse de course peut suffire à amener des centres, mais on n'est pas cette équipe-là. Donc ses qualités sont pas forcément optimisées quand il joue plus haut sur le terrain. Après, Nuno Mendes, bah, c'est un joueur. Là, j'ai pointé juste du doigt peut-être son match à ce positionnement-là, mais avec le ballon, il a tellement de qualité que je pense que sur des séquences de match, et on le voit parfois avec des appels plein axe, bah, il pourrait être bon partout. Très honnêtement, je pense que c'est plutôt ce qui résume ce joueur et ce qui en fait une option partout. Mais ouais, sur le choix en lui-même, bah, c'est ce que je pense. Mais sur la qualité, quand il est touché, il arrive toujours à faire des différences, à s'en sortir, même quand il est un peu en dedans. Donc, non, j'ai plutôt apprécié quand il avait le ballon dans les pieds, même si le début de match, la première demi-heure, il a, je pense, un peu de mal à se situer. Après, Nuno Mendes, c'est un joueur très supérieur, hein. Ah oui, Ça, on peut penser ce qu'on veut, parce que la passe décisive, c'est pas une passe décisive, il rentre dans la surface, ah il met non un non plat non, du pied et c'est fini. ah Non, non il se non. rajoute de la difficulté, monsieur. Il se rajoute de la difficulté, il part dans la densité. J'avoue que je pensais d'abord que c'était plus un cafouillage qu'au final une vraie passe donnée du pied droit pour lui, par lui, pardon. Donc non, Nuno Mendes, c'est un joueur tellement supérieur que ouais, on peut qu'être convaincu quand il est touché et qu'il arrive à faire des différences offensives. D'accord. Daryl, tu partages l'avis de Blaise sur le match de Nuno ou pas trop ou Ouais, totalement? non, ah non, Eh ben moi pas du totalement. tout. Ça tombe bien. Ah. Ah, j'ai trouvé sa première mi-temps calamiteuse. Mais alors calamiteuse. Ah, calamiteuse! Ah Ah ouais? franchement, il y a un moment Ça dure 30 minutes, Philo, il 30 y a un minutes. moment il marche sur le Ouais. ballon. On est où là? Oh, on parle de Nuno Mendes ou de Fabrice Pancrate? Arrêtez. Non franchement la première Ouais, mi-temps bon. quand il reçoit le ballon de haut but, il sait pas où il est perdu. Et je trouve que Luis Enrique, enfin il a forcément revu le match. Je suis pas sûr qu'il nous remette Nuno Mendes et Diego gauche au coup d'envoi comme ça. Quand les espaces s'ouvrent, ok. Mais alors sinon,
les prises de balles, dos au jeu, il était perdu. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un moment, il dit à Mayolu et Mendes d'inverser parce que je pense qu'il sent bien que Nuno y est pas du tout. La deuxième mi-temps, quand il commence à trouver, on arrive à le lancer. C'est beaucoup mieux évidemment parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur d'une classe incroyable. Mais alors vraiment, la première mi-temps, moi, je le trouve pas bon du tout. Pas bon, pas bon, pas bon. T'attends de lui qu'il soit dans la percussion, qu'il te donne de la largeur, de la profondeur, il te donne rien de tout ça, il est servi dans les pieds, il sait pas quoi faire du ballon. Donc, Ça, je suis d'accord. ouais, non, vraiment, c'est pour ça. En fait, je trouve qu'on l'a utilisé. Il a des qualités qui sont exceptionnelles. Il a très peu de défauts dans l'ensemble, mais je trouve que quand on l'a mis à ce poste-là, avec la façon dont il l'a interprété, ça a fait ressortir que ses défauts. À savoir, c'est un joueur qui sait partir quand il est arrêté, mais qui sait partir quand il est dans un 1 contre 1 et très bas sur le terrain. Parce qu'il a de la place pour s'exprimer, pour placer une accélération. Là, il n'avait pas forcément la place parce qu'il y avait beaucoup de joueurs autour de lui. Et on se retrouve un peu sur un joueur qui n'ose pas exprimer ses qualités, dont on voit beaucoup les défauts. Ouais, non, vraiment, je n'ai pas du tout aimé sa première période. Euh, Son coach à Lisbonne en U19 qui dit la même chose, ouais, c'est dans l'équipe, je crois qu'il. Bah, je suis totalement d'accord avec lui, son coach Sporting. Qu'ils ont essayé de le faire jouer où ils ont dit, mais non, allez, on va le mettre arrière gauche, il va monter, il va arriver comme une balle. Et quand il est lancé, il est. Voilà, ce qu'il fait sur le deuxième but, c'est. Sanson, il est encore en train de tacler à lui dire viens ici, que l'autre est déjà reparti, il lui a mis double crochet dans la surface. Parce que bon, sinon ça aurait été trop facile de faire la petite passe à Désiré. Non, non, il met une sorte de double contact au bout de 40 mètres de course à plein de balles. Joueur extraordinaire, mais ouais, vraiment, ouais, l'ailier gauche, Luno, je suis pas du tout convaincu à cet instant. J'espère me tromper, peut-être qu'il sera en Après, mesure. on a beaucoup de joueurs offensifs là, qui, notamment à ce poste-là, ils ont des grandes qualités. Donc, ouais, Nuno, c'est pas son poste. Mais non, je trouve que c'est duré, ouais, 35 minutes un petit peu avant l'ouverture du score, où c'est un peu mieux, il arrive à mieux être trouvé. Mais, bah, en tout cas, il fait des meilleurs choix, même s'il apporte pas directement du danger. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi, les sorties de balles longue ligne où c'est lui le joueur le plus haut sur le côté qui doit faire une déviation pour la remettre dans l'axe. Ouais, il était assez souvent en retard. Et bah, un joueur qui a d'aussi grandes qualités du pied droit aurait peut-être pu se faciliter la chose, mais je pense que c'est plus normal d'attendre des difficultés Oui, dans cette phase de jeu. bien sûr. Non, mais parce que voilà, attendez, je crois que j'ai même mis 7 sur 10 à la fin de la rencontre, mais en deuxième mi-temps, il fait 20 minutes de très très haut niveau, mais ouais, la première mi-temps, moi, bon, oh, non, j'ai pas envie de revoir ça. Vraiment, remettez-le-moi arrière gauche là quand il fait quand il laisse 3 mètres à un type qui rattrape en une accélération. Qui c'est qui s'est échappé à un moment? C'est Klaus qui s'est fait rattraper par le col ou ah, je sais plus, il y en a un en deuxième mi-temps qui croit s'échapper. Il met un petit coup d'accélération, il fait allez tiens, rends-moi la balle. Retourne où t'es, va te replacer mon pauvre garçon, t'as aucune chance. C'était ah non, c'est le petit qui est rentré Boudache, non, c'est pas lui le petit franco-algérien là qui est rentré qui s'est fait manger dans le duel. J'ai explosé de rire. Voilà, mon pauvre, tu sais pas sur qui tu viens de tomber, quoi. Mais bref. Petit mot juste pour bon, Nuno, on a fait le tour. Non, Désiré Doué quand il est face au but, son match, voilà, il y a à boire et à manger, bon, peu importe. Mais Désiré Doué quand il est face au but, quand il allume sous la barre, je suis très fan. Quand il tente des trucs face au gardien, à tenter à moitié de la placer, je sais pas quoi. Fait à l'allemande, Désiré. Très fort sous la barre, ça passe plus souvent. Là, entre le lob foiré contre Brice Samba, tout ça, t'as une frappe incroyable. Tente pas de faire le technicien. Tu vas y arriver dans le temps, mais allume. Fais simple, en ce moment, tu allumes. Voilà. Parce que là, le duel raté, je sais pas trop ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a allumé la tête de Diouf. Mais évite donc de tirer dans la tête des gardiens, parce que le pauvre Yevan Diouf, je pense qu'on n'est pas passé loin du protocole commotion. Mais sinon, ouais, quand il arrive à finir en force, il est incroyable. Quand il tente un peu un peu trop le technicien à l'avant-centre, je suis un peu moins fan. Mais en tout cas, sans forcer, il est quand même, il est en mesure de signer un triplé. Bon, c'est pas mal quand même. Donc juste ce petit truc sur Désiré Doué, ouais, les 1 contre 1 avec le gardien, il y a quand même beaucoup de travail. Blaise, Daril, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Nice PSG avant qu'on passe à un petit mot sur PSG Liverpool? Oui, non. Vous voulez rajouter quelque chose, pardon? Non, juste un petit mot.
très rapide. Ramos dans le jeu, actuellement, il est dans le bon. Ah oui? C'est plutôt non, mais Ouais. faut quand même le dire, je trouve que Oui, non, mais il y a des dans moments le surprenants, je suis contenu, d'accord, ouais. il y a Positivement surprenants. ouais, voilà, il y a c'est vrai que je le dis toujours, ça dénote un petit peu avec l'aisance des autres. Lui, on sent qu'il est très, très concentré pour réussir les enchaînements, mais c'est très propre techniquement et non, c'est bien, à défaut là, de marquer des buts quand sur ses entrées, il apporte dans le jeu et dans le bon moment technique de toute l'équipe, lui, il y participe donc c'est bien pour lui et j'espère qu'il pourra combiner potentiellement ces qualités-là de de contrôle notamment et surtout du premier avec, la finition qu'il a pu connaître, à d'autres moments de la saison. Ouais, parce que c'est vrai que là, ça commence à faire un petit moment qu'il a pas marqué. C'est ça? Ah bah Hein? après, il joue beaucoup moins, hein. Mais oui, j'ai du mal à retrouver son dernier but. Mm. Ouais, là, j'avoue qu'en 2026, est-ce qu'il a marqué? Ah bah oui, contre Marseille. Bah oui, Marseille. Marseille. Ouais, voilà. Mais bon, à part ça, je me demande si c'est pas son dernier but d'ailleurs, PSG-OM. Ah non, 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 attends, il en a pas marqué un après? J'avoue que j'ai un doute là. Là, c'est le live qui va nous corriger dans les 3 secondes contre Metz. Mais Metz, c'était oui, c'était au parc parce que je sais qu'il a marqué là-bas. Oui, oui, il fait un super dribble. Hernandez qui fait le tacle et lui, il envoie un super dribble et il marque ensuite. Excusez-moi. Donc, il a mis 2 buts en 2026. Bah, d'ailleurs, ses 2 derniers buts en Ligue 1, c'est contre Metz au match aller en décembre et Metz au match retour le 21 février. Ah, Sinon, voilà. ah oui. Ah oui, ça fait mince, Mm. effectivement. Voilà. Donc, c'est pas génial, génial. Bon. Non mais ouais, non juste un petit mot aussi comme on dit sur la live d'Embooz qui rentre en jeu et qui illumine la partie en 2 temps 3 mouvements. Voilà, c'est quand même c'est pas rien quoi. Non mais c'est toujours pratique, tu fais rentrer Ousmane Dembélé, ça t'offre un peu du football quand même ça pour pas grand chose. Euh, on va passer à PSG Liverpool. On a fait le tour sur Nice PSG. Non juste un dernier point. Qui c'est Nuno qui envoie le non c'est pas Nuno qui c'est qui envoie le coup franc en pleine poire de Sanson à la toute fin du match. Dembélé. Eh bien écoute, merci pour ce moment parce que je sais pas s'il y a un joueur plus insupportable que Morgan Sanson en ce moment sur les terrains de Ligue 1. Oh là là là, entre ce qui parle, ce qui se plaint, ses mauvais gestes et tout, ouah, c'est bon quoi. Non vraiment le moment où il s'était pris en pleine poire, j'étais là genre ah, il y a peut-être une justice finalement sur Terre. Sur cette parole absolument insupportable de ma part, nous passons à PSG Liverpool. Messieurs, quel est le pouls du tirage à cet instant? Donc nous jouerons, pour ceux qui n'ont pas suivi, le match aller le 8 avril, le mercredi. Nous jouons le match retour le mardi 14, donc en 6 jours. Pour l'instant, on joue toujours le samedi 11 à Lens. Qu'est-ce que vous en pensez? Lesmelou est pas mal, effectivement, par rapport à Sanson. Mais Lesmelou, au moins, il n'y a pas longtemps, il était bon. Sanson, ça fait depuis je sais pas combien d'années qu'il est pas bon. Daryl, Blaise, quel est votre avis sur ce quart de finale? Donc l'aller au parc, le retour à Anfield, 6 jours entre les deux. Oui, Blaise, vas-y pour commencer. Ouais, ouais, pour moi, c'était, en tout cas, je le pressentais, bah, évidemment parce que Galatasaray n'avait, pas fait d'écart suffisant pour moi pour empêcher Liverpool de se qualifier donc quart de finale attendu, une équipe qu'on a affrontée la saison dernière et surtout, bah, une équipe qui, pour parler de cette saison, en tout cas pour moi, ne me paraît pas au niveau de celle qu'on a affrontée la saison dernière. On peut parler des qualités qui sont les nôtres et des choses qu'on fait moins bien par rapport à la campagne victorieuse, mais en tous les cas, pour parler de Liverpool, pour moi, c'est un tirage, plutôt favorable, avec une équipe qui a des qualités, mais une équipe qui je vais pas dire qu'elle est en plein doute, ça c'était à d'autres moments de la saison malgré son très bon classement, dans la phase de ligue. Mais c'est une équipe qui, dans un même match, manque énormément de continuité et nous, on est une équipe dans un match qui peut sanctionner très fortement, très peu de moments d'égarement de l'équipe adverse. Donc match favorable, aucun problème à voir l'aller au parc, parce que je trouve que cette équipe, elle a pas de difficulté à s'exprimer à l'extérieur. Donc non, plutôt content et tu as bien fait de rappeler que le match contre Lens, pour le moment, était toujours positionné. Ça, pour moi, c'est une des petites incertitudes, pardon, de cette double confrontation. Parce qu'avoir ce match à Lens, au milieu, je vais pas dire que
c'est piégeux, mais en tous les cas, ça rajoute une épine du pied parce que bah, on a cette compétition qu'est la Ligue 1 et qui est pas du tout jouée. Ouais, effectivement. Oh, après, d'ici là, on peut peut-être y aller avec un peu plus de points d'avance, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le PSG recevra Toulouse, bah, alors dès le vendredi soir, donc ça c'est un vrai problème, et Lens ira jouer le derby à Lille le dimanche soir, sachant que Lille a perdu 3-0 le match aller, et peut difficilement se prendre deux raclés. Daryl, ton avis sur ce PSG Liverpool, peut-être ton avis aussi sur Liverpool au passage, on me dit sur live, pour moi Chelsea est plus fort que Liverpool. Ah, bah oui, alors au moment du tirage global, moi personnellement, bah, je préférais éviter Chelsea plutôt que le Barça. Mais je me disais que si on passait cet obstacle des huitièmes, effectivement, Liverpool était une équipe qui me faisait moins peur entre guillemets que Chelsea, qui en fait intrinsèquement a vraiment des qualités bah, pour vraiment nous gêner, hein, et on l'a vu bah, lors de la Coupe du Monde des clubs, des équipes qui sont capables de nous mettre un 3-0 net et sans bavure, il n'y en a pas beaucoup, et Chelsea y était parvenu. Alors que Liverpool, voilà, je les vois, surtout le Liverpool de cette saison, en fait, je les vois difficilement en mesure de nous mettre un tel écart. Et effectivement, c'est pas une équipe que je trouve très effrayante. Là, Blaise en a parlé, ils sont assez inconstants entre plusieurs rencontres, mais même au sein d'un même match, il y a quand même des vrais soucis. Je trouve que leur fin de match, en plus, sont généralement bah, pas bonnes. Je ne sais pas s'il y a un problème au niveau de leur préparation physique, etc. Là, bah, ce week-end, moi, alors bon, c'était post Ligue des Champions. Mais voilà, ils ont de nouveau perdu contre Brighton. Et c'est une défaite nette et sans bavure. Alors c'est 2-1, donc le score est assez serré. Mais en vérité, le but de Liverpool est un énorme cadeau offert par Dunk. Et donc ouais, c'est une équipe qui a vraiment des difficultés avec pas mal de joueurs qui peinent à trouver leur meilleur niveau. Le meilleur exemple étant évidemment Mohamed Salah, qui est méconnaissable par rapport à ce qu'il avait produit l'an dernier. Et puis défensivement, en fait, c'est une équipe qui est bah, que je trouve plutôt fragile, quoi. Donc c'est pas un mauvais tirage. Je pense que enfin, on va aborder cette double confrontation dans une position de favori je n'exclus pas en fait que même à l'issue du match aller, on est déjà un écart assez confortable avant de se rendre à Anfield. Ok, bah en tout cas, on te le souhaite. Je sais pas si on aura un écart confortable, mais bon. C'est vrai que en fait, c'est très marrant, c'est que Liverpool a dépensé des fortunes sur le mercato d'été pour être une équipe pourtant plus faible que la saison passée. Alors bon, après je dis ça évidemment, Alexander Arnold est parti pour zéro, donc forcément tu fais pas rentrer de l'argent comme ça. Ah non, il est parti pour 10. Ah oui, j'oubliais qu'ils ont payé 10 millions pour l'avoir à la Coupe du Monde des clubs. Le mec, il s'est pété au bout d'un match, il a pratiquement pas rejoué. Oh, il n'y a pas que Virgil van Dijk qui est sous la menace d'une suspension. Il y a Van Dijk, il y a Gravenberch de mémoire. Il y en avait Il y d'autres en a autres. quelques-uns, Il y a je crois qu'il y en a Curtis 4, Jones. comme Ouais, ça. ouais, mais il y en a deux qui servent à rien. Ouais, Il y a ouais, Van c'est ça. Dijk, Gravenberch, je suis Bah, c'est Van certain. Dijk et Gravenberch les importants. Voilà, C'est Curtis ces deux-là. Jones et le dernier, je me demande si c'est pas Connor Bradley ou un truc du genre, donc un mec Si, c'est qui, ça. voilà, aussi Qui est c'est, blessé. voilà, qui est blessé. Je crois qu'il a même été sorti de la liste UEFA. Est-ce que Salah est out? Pas encore. Celui qui est vraiment annoncé très très mal barré, c'est Alisson en revanche. Alisson. Ouais, Alisson. Ouais. En fait, c'est marrant, c'est que Alisson donc est sorti blessé, a fini blessé contre Galatasaray, le match qu'ils ont gagné 4-0. Et dès le vendredi, ça commence à sortir, ouais, Alisson, il est blessé, tout ça. Et en fait, c'est marrant, c'est que c'est sorti chez les Géorgiens qu'il était blessé, parce que Mamardashvili, donc le remplaçant d'Alisson, bah, il a dû être au courant, bah, je vais jouer, quoi, en gros. Et évidemment, tout ce qui touche les stars géorgiennes, ça sort très vite dans la presse géorgienne. On a pu le vérifier avec VAR, ils avaient su avant tout le monde qu'il avait rien du tout à la cheville. Et d'entrée, là que ça a commencé à parler en Géorgie, il fait, bah, Mamardashvili va être titulaire pendant 4 à 6 semaines. Donc, bah, vous savez que c'est en gros la durée d'absence d'Alisson, quoi. Alisson est aussi connu pour être un joueur fragile.
Le match aller sera à 2 mois, même pas 2 mois, si à 2 mois pile de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il prendra le risque? Voilà. On me dit son remplaçant Mamardashvili est pas mauvais. Ah bah pas cette saison, hein. Oh, oui, alors pas à Liverpool, hein. Ouais, Ouais, voilà. voilà. Il a, il a des références sur ce qu'il a fait avant, mais à Liverpool, c'est quand même un peu plus compliqué. Mm. Ouais, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est vrai que le départ de Luis Diaz et le décès malheureux de Diogo Jota a quand même beaucoup modifié tout le front de l'attaque. Et puis, bah, Mo Salah, à la même époque, il avait facturé 25 buts et 20 passes D en première ligue déjà, ou un truc dans le genre. Cette année, vous pouvez tout diviser par 3. Bon, c'est pas tout à fait la même équipe, c'est pas tout à fait les mêmes joueurs. Frimpong est quand même pas non plus du niveau d'Alexander Arnold. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et moi, j'avoue que ce qui me choque, c'est. Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème dans le vestiaire entre Arne Slot et ses joueurs, quoi. Je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé ce week-end. Donc, Liverpool joue à 15 h à Bournemouth. Non, Brighton, pardon. Bournemouth ou Brighton, Daryl, aide-moi. Je sais, je les confonds tout le temps. Brighton, Brighton, voilà. à Bref. l'Amex Stadium. Voilà, l'Amex Stadium. Bon, bref, ça, rien que le nom du truc me tue, mais bref. Ekitike prend une béquille au bout de 8 minutes, il se tord de douleur, il sort en larmes, il souffre vraiment. Et après, mon copain de Première Ligue, comment il s'appelle, Première Ship, Physio Scout, voilà, il a changé de nom plusieurs fois. Physio Scout me dit non mais ce genre de blessure, ça peut ne pas faire très mal, ça peut ne pas être très grave, mais ça fait super mal. Donc Ekitike sort en larmes au bout d'une minute, Liverpool perd à la fin. Et il est demandé à Arnaud Slot en conférence de presse. Ah oui, on peut avoir des nouvelles des blessés, Alisson et Kitike. Et à propos des Kitike, il a quand même sorti. Bon bah il pourrait jouer demain s'il fallait quoi. Et donc en fait, il y a ton joueur qui est sorti en larmes il y a 90 minutes. Et toi, tu viens de le balancer sous le bus en disant non mais bon globalement il a pas grand chose quoi. Et je suis là genre attends à quel moment tu fais ça quoi. Alors bon c'est un néerlandais donc des fois ces gens-là Après, voilà, c'est ça. ne prennent C'est pas de ça. pincettes. Mais quand même quoi. T'as toute la planète qui s'inquiète, enfin toute la planète, je m'entends, la planète football s'inquiète de la santé d'Hugo Ekitike, et toi tu dis à tout le monde, non mais il a rien, hein. Il a chialé, il a fait son cinéma, mais il peut jouer demain en fait quoi. Je suis là genre, waouh. Il y a eu d'autres déclarations comme ça tout au long de la saison, un peu douteuses des joueurs où tu sens pas un enthousiasme derrière l'entraîneur qui est très important quoi. Alors après, sur un quart de finale de Ligue des Champions, ils se bougeront quoi. Enfin, je me souviens, enfin, ils vont pas jouer pour lui quoi ou contre lui, ce que je veux dire, ils vont jouer à fond. Mais j'avoue que la sortie de Arne Slot sur la blessure d'un de ses joueurs qui est quand même assez important, hein, qui lui a mis quoi, 15-17 buts cette saison, 20, peut-être même 20. J'étais là genre ah quand même. Bon, bah écoutez pourquoi pas, hein. Donc je trouve que l'ambiance autour de cette équipe est un peu douteuse quoi. Voilà. Oui Daryl, excuse-moi si tu veux rajouter quelque chose sur Liverpool. Non, 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 pas spécialement. Mais effectivement, il y a une ambiance un peu étrange et des joueurs qui ont l'air d'être en bout de course ou de plus avoir une immense motivation. Et ça se voit même, ça s'est un peu vu même en Ligue des Champions, hein. Enfin, leur match aller contre Galatasaray, Ah il est calamiteux. apparemment, était vraiment effroyable, hein. Ouais. Ah non, ils sont. Et moi, surtout, il y a un truc qui me choque, c'est que cette équipe. Attendez, je vais aller chercher, je vais compter avec vous. Ils en sont à 10 défaites en première ligue, mais c'est pas fini, hein. Il y en a Ouais. deux autres au 10 moins. défaites et même plus Attends, que Chelsea, hein, donc, ouais, il y en a trois de plus en Ligue des Champions. Deux à Galatasaray, parce qu'ils les ont joués en poule et en huitième. Une contre le PSG, donc on en est à 13. Ils ont perdu le Community Shield contre Crystal Palace au péno, donc bon, celle-là on la compte pas. Et ils ont encore perdu contre Crystal Palace en Carabao. Donc ils en sont à 14 défaites cette saison, plus deux défaites, plus une défaite au péno. Excusez-moi, mais 14 défaites, c'est énorme, surtout 10 défaites en première ligue, quoi. Là, ils n'ont pas gagné un match depuis pratiquement un mois, même depuis plus d'un mois en première ligue, parce qu'ils avaient battu West Ham, mais battre West Ham, c'est bon voilà. On sent plus du tout l'âme de la saison dernière autour de cette équipe, l'engouement, l'envie d'avancer ensemble, je trouve. Alors peut-être que je me trompe, hein. Mais enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je les vois de l'extérieur. Ouais, il y a un petit côté fin de cycle, quoi. Ils affrontent Fulham Bon, entre les deux matchs. Fulham, bah, équipe assez moyenne, mais ils ont déjà balancé ouais, le ouais. match contre Tottenham juste avant la réception de Galatasaray, donc je pense qu'eux, ils vont faire tourner à 100%. Oui, Blaise, excuse-moi. non, dans ce que Liverpool, en tout cas, est, tu le disais,
bah, moi, je sais pas, je lis pas forcément la presse et donc les coulisses, chez eux, mais en tout cas sur le terrain, je vois, des attitudes, des joueurs qui se parlent, d'une manière assez étrange et notamment le capitaine. Donc ouais, je pense que cette équipe, on peut, en tout cas l'opposition, on peut leur faire mal. Au niveau football, ça c'est certain, mais aussi, dans la tête parce que, ouais, un match aller bien maîtrisé, même sans forcément avoir un écart très conséquent, peut être, assez bien abordé vu ce qu'on a vu être capable de faire dans un contexte, dit hostile. Mais, mais moi, juste pour là, les compositions sont loin, on est loin d'y penser. Mais moi, vu ce que Liverpool montre, moi, je veux Ousmane à droite, hein. Moi, si Ousmane, il a des jambes, moi, je veux le voir à droite comme la saison dernière. Je pense qu'il est Face à capable de Kerkez faire des sacrés dégâts. Ah ouais, Kerkez et même Van Dijk, hein. et Van Dijk. Oui, 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 oui. À ce point-là? Ah, il Ah peut y ouais. avoir des images gênantes, oui. Ouais. Ah ouais, ah ouais, Philo, je peux te dire que Parce que le moment l'an dernier où il s'est perdu au milieu de la défense du Parc des Princes, là, à peu près à 30 mètres de son but, quand il était là, genre, qu'il a ouvert l'axe ballon-but en allant se replacer de façon hallucinante, j'étais genre, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais s'il est un peu en dessous encore, au retour, il a été monstrueux, hein. Mais le match aller, l'erreur qu'il avait faite, je m'en souviendrai encore dans 20 ans, je pense, hein. Le je m'en vais alors que le Barcola part au but, c'était incroyable quoi. Et Carquez, oui, bon bah voilà. Écoutez, c'est pas les premiers à prendre une merguez de Bournemouth, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut témoigner, hein. Mais bon, c'est. Est-ce qu'il jouera déjà? Est-ce qu'il va pas ressortir Robertson Oui, oui. Non, 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 ce sera Kerkez. Ce sera Kerkez. Oh là là. et on l'aborde pas parce que on aime bien se moquer de lui en après-podcast pour, pour le dire, mais il y a le retour de l'ex. Ah bah oui. Non bah attends, Oui. je vous le dis tout de suite, hein, je supporterai pas si on est éliminé par Hugo Ekitike, hein. Je- Il veut pas la Et alors, célébration, Ah, les termes sont il dits. veut pas la, Ouais, il c'est ah veut ça. pas non la mais célébration. Ah non, et puis alors s'il nous marque d'une talonnade, je crois que je mange mon clavier, franchement. Ouais, ouais, là, ouais, non, non, ouais, ça passerait pas. Ah attendez, on l'a vu faire des trucs scandaleux avec notre maillot, c'est bon. Non, enfin, je peux pas Mais accepter tu ça. sais, pour, pour notre équipe, moi, Marquinhos, j'ai envie qu'il nous fasse qu'il lui fasse le match que Silva avait fait à, Ah à Ah, Mbappé, Mbappé. Mbappé? ah ouais, En Coupe de la Ligue? ah, Exactement. le massacre là, là. Je me souviens encore le pauvre Mbappé avec Subasic qui dit à tout le monde, bah il a pleuré dans les vestiaires après. Ça c'était incroyable aussi comme déclaration. Ah, on me dit sur live top 15 des joueurs du PSG que je déteste le plus. Ah, vraiment là, ceux qui sont passés au PSG de 2022-2023, il y en a pas beaucoup que t'as envie de sauver après coup, hein. Et lui, il est pas en bas de la liste globalement, hein. Les déclarations, les matchs, le révisionnisme sur son passage. Bref. Et même si on veut appliquer une recette qu'on a réussi contre Chelsea, moi, Wirtz, le Wirtz de cette saison, en marquage individuel, que ce soit Neves ou Warren, je pense qu'ils sont capables de le faire, hein. Donc, Ouais. ce match-là, ouais, Enfin, le marquage individuel, ouais, il y a faut le faire sur De beaucoup de Vrij, c'est pas choses. Wirtz. Ouais, mais Zoboslai, est-ce qu'il jouera pas côté droit de la défense? Tu vois? À voir, hein. Ah, Ce c'est sera possible. peut-être Frimpong. C'est possible, c'est pas impossible, mais bon, je pense que ça part de base quand même sur le trio Gravenberch, Szoboszlai, McAllister. Hmm. À voir. On me dit Wirtz, c'est triste. Ah oui, c'est pas le joueur virevoltant Ah, que c'était à Leverkusen avec Xabi Alonso, ça c'est sûr, hein. Bon. Non mais oui, non, ça c'est sûr. D'ailleurs, Wirtz, il y a des chances plutôt qu'il soit aligné au poste d'ailier gauche, hein. bah ouais, ouais, ouais. Bon. Après, ça reste un bon joueur, mais on voit qu'il est pas encore totalement adapté, quoi. Il est dans une phase Mm. compliquée. D'accord. Bon. Voilà où on en est. Après, c'est vrai qu'on va pas commencer à se lancer dans les compos, tout ça, pour une raison très simple, c'est qu'il y a la trêve internationale entre les deux. On va voir combien de joueurs vont se faire blesser à ce moment-là. Bon. Là, il y a de quoi faire. Et c'est le match aller sera dans 2 semaines. On sera sur le podcast d'avant-veille de match. Donc, il y aura de quoi faire. Et à noter qu'avant, côté Liverpool, il dispute quand Ouais. même une demi-finale de Cup contre City, À City, si je me trompe à pas. l'Etihad. Ouais, à Ouais, City. ouais. Voilà.
Donc c'est pas rien. Pendant que nous, on aura reçu la veille le Toulouse Football Club, qui va un petit peu mieux malgré tout, après avoir été vraiment très très mauvais pendant un mois et demi. Là, ils ont enchaîné 2 succès, donc ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, en théorie, puis il faudra voir quelle équipe on va être en mesure d'aligner. On a fait le tour de l'actualité du PSG pour l'instant. On nous dit un mot sur la déclaration de Pochettino sur son passage au PSG. Oh bah non, là, bon, alors le passage de Pochettino au Ah non, PSG, non, non. si on a bien pas envie de revisiter quelque chose, c'est bien ça, je crois. Non, mais s'il se rappelle, j'ai lu parce qu'en fait, il a parlé à plein de trucs, il a parlé à l'équipe, et il a dit à un moment, ouais, nos matchs étaient bons. Et là, j'étais, attends, mais non, non, tous les matchs étaient, enfin, pratiquement, il y a 80% des matchs qui étaient dégueulasses, quoi. Donc vraiment, c'est un truc, On était sur la bonne voie. ah oui, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Ouais, tout le monde parle que du report lance PSG. Oh là. Oh là là, bah, je sais parce Ouais. que pendant le live, je répondais aussi à des gens qui comprenaient pas le truc. Oh, j'avoue que flemme ce report. Que ce soit fait ou pas fait, méga flemme quoi. Bon. On aura le temps d'en reparler. À part si Daryl et Blaise veulent qu'on fasse un débat maintenant sur ce report, mais Non, 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 on en discutera éventuellement s'il a lieu, ouais, mais là, voilà. ou s'il n'a pas lieu. Enfin, en tout cas, quand une décision sera prise, quoi. Voilà. Jeudi, visiblement, conseil d'administration de la LFP, on en saura plus. Voilà. Allez, merci à tous pour votre fidélité, merci aux subs, merci à ceux qui nous écoutent, qui nous mettent des gentils commentaires ou des méchants commentaires, c'est pas très grave. Il y a des gens qui sont encore en train de commenter le podcast de la finale Ligue des Champions pour tout vous dire. J'ai eu un message très gentil ce matin, donc ça m'a fait plaisir. Et en même temps, le truc il dure 4 heures, je comprends que vous ayez toujours pas fini, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, je suis pas sûr de faire un podcast lundi prochain. J'en enregistrerai un avec normalement Mathieu et Titi sur un truc historique, mais ça sera pas moi l'animateur, je serai juste invité. Je vous diffuserai tout ça si pour ceux intéressés. Voilà. Et je vous dis donc à très vite, bonne nuit à tous et merci tout simplement. Ciao, Ciao. ciao. Ciao, bonne Ouais, nuit. ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Et vive l'open source comme toujours.